France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur France Maghreb 2 pour le grand forum jusque 18h30 avec au programme de cette émission, ma foi, on reprend les bonnes habitudes en ce lundi 13 février pour m'accompagner. Aujourd'hui, du monde en plateau, notamment Hanan Zawani. Comment ça va, Hanan? Salam alaikum, ça va très bien. Comment on va, ravi de te retrouver en tout cas, Hanan, ainsi que notre ami Yasser Louati qui s'installe tranquillement. Comment ça va, Yasser? Très bien, et toi, Christophe? Écoute, ravi de te retrouver. Et puis Youssef Brakmi qui est avec nous aussi. Bonjour Youssef. Salam alaikum, bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Youssef, tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs, comme c'est la première? Alors moi je milite essentiellement à Bagnolet dans le 93 sur tout ce qui porte sur la question des quartiers populaires, lutte contre l'islamophobie, violence policière. Ça tombe bien, on va en parler dans cette émission puisque les deux sujets principaux d'aujourd'hui concerneront Emmanuel Macron qui est en Algérie pour 2 jours. Il entend vouloir écrire une nouvelle histoire entre la France et l'Algérie. On en reparlera avec vous bien sûr. Et puis on parlera de cette affaire Théo. Faut-il craindre un embrasement de la banlieue après cette affaire Théo et des violences qui en découlent depuis donc c'est le déclenchement de cette affaire, notamment à Bobigny, mais aussi dans pas mal de quartiers de Seine-Saint-Denis. Hier soir encore à Argenteuil. Bref, nous y reviendrons avec vous. Vos appels au 01 40 33 9000. De quoi allons-nous parler, ma chère Hanan, avec toi dans ta chronique? Alors aujourd'hui, on va parler... Devant le micro, ça serait bien. Ah pardon. Voilà, merci beaucoup. C'est un peu de la radio en fait. Donc aujourd'hui, la stratégie du choc et manipulation médiatique. Et nous recevrons d'ailleurs juste après ton avis tranché Emmanuel. Alors vous savez, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de Emmanuel qui a sauvé une petite fille des flammes d'une voiture en feu à Bobigny samedi soir. Sauf que dans un premier temps, c'est la police qui dit avoir sauvé cette petite fille. Sauf que Emmanuel a voulu prendre la parole et pour rétablir la vérité en disant non, c'est pas la police, c'est moi qui l'ai sauvée. Il est remis à la police. Cette petite fille, on lui demandera donc ce qui s'est réellement passé tout à l'heure. Il sera avec nous aux alentours de 17h10, 17h15. Mon ami Yasser, on va parler de quoi avec toi? Justement, Théo, Adama, violence policière et le passif de l'institution qu'on appelle la police. Bon, eh bien ça promet en tout cas. Et les coups de cœur de Hanan et de Yasser? Donc l'association Assad de la Courneuve qui fait de l'accompagnement pour les jeunes. Yasser, ton coup de cœur? Comme d'hab, c'est un joker jusqu'à la mort. C'est très bien. Est-ce que notre ami Youssef pourra nous faire un petit avis tranché ou pas? Oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, bon d'accord. Écoute, on va essayer d'initier ça tout à l'heure. En réaction à l'actualité, bien sûr. Tout à l'heure à 18h, notre ami Amar pour l'éphéméride et les quelques événements qu'il ne fallait pas manquer en ce 13 février. Il s'en est passé des choses de sport. Nous parlerons avec une nouvelle défaite de l'OM, notamment hier soir. Qui pour le coup là a complètement raté son match hier soir. Nous en parlons avec Kral Becheni de la télé aussi. Et puis notre coup de cœur musical, tiens, il nous a quitté en 2008. Vous vous souvenez, vous connaissez évidemment Henri Salvador. Ah bah oui, Henri Salvador qui nous a quitté donc le 13 février 2008. Henri Salvador, c'était bien entendu de multiples chansons, notamment celle-ci que nous écouterons en guise de coup de cœur tout à l'heure. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Voilà, le lion est mort ce soir entre autres, hein. C'est une chanson que nous écouterons tout à l'heure, mais nous commençons évidemment, comme d'accoutumé, cette émission par le fameux zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec samedi soir, cette manifestation qui a dégénéré à Bobigny devant le grand tribunal de Bobigny pour soutenir Théo, récit d'une soirée très agitée. Entre 2 jets de pierre et quelques poubelles brûlées, ils ne sont plus qu'une poignée à insulter la police. Elle se tient à distance et contient les derniers débordements d'une journée agitée. Tout avait pourtant commencé dans le calme. Plusieurs centaines de personnes venues de toute l'île de France réunies devant le tribunal de Bobigny pour soutenir Théo. Même si je cautionne pas les actes des jeunes, je comprends tout à fait leur colère. Voir que la police des polices dit que c'est un accident alors que c'est impossible que ce soit un accident. On demande de la justice. Une véritable justice, pas une justice de façade comme on a l'habitude d'en avoir lorsqu'il y a des crimes policiers et que les policiers sont tout le temps relaxés. Une véritable justice. 1 heure après le début de la manifestation, la situation dégénère. Jets de pierre et de bouteilles contre les forces de l'ordre.
Véhicules incendiés, plusieurs commerces ainsi que le conseil départemental sont également vandalisés. Soirée de tension et de violence donc, et on recevra à cette occasion tout à l'heure Emmanuel, ce jeune homme qui a sauvé une petite fille des flammes d'une voiture en feu à Bobigny samedi soir. Suite de ce zapping avec le philosophe Michel Onfray. Pour lui, l'Europe pourrait devenir musulmane, c'est ce qu'il a confié au micro de Laurent Ruquier de l'émission On n'est pas couché samedi soir. En tout cas en Occident, ça sera une civilisation islamique pour les prochaines décennies. En précisant qu'il ne juge pas pour autant que ce soit bien ou mal. Hein. Oui, oui. Je mets des hypothèses en disant, vous avez vu, c'est jusqu'à Ben Laden. Hein. Donc jusqu'à Ben Laden, on peut dire des choses. Après, on a la conjecture. Et je dis effectivement, nous provenons d'une étoile effondrée, vers quoi allons-nous? Et à partir de ce moment-là, je dis voilà les hypothèses. Et les hypothèses font effectivement que dans cet espace, dans ce territoire européen judéo-chrétien, effectivement, il y a un effondrement démographique suivi d'un effondrement du christianisme. Donc est-ce que vous pensez que cet islam va déferler sur l'Europe et que les chrétiens vont être minoritaires? Pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que si on regarde actuellement ce qui se passe... Et est-ce que vous êtes inquiet? Non. Non, et je ne suis pas non plus de ceux qui disent fermons les frontières, remettons des douaniers un petit peu partout, parce que c'est une sottise d'imaginer que si on remet des frontières et des douaniers partout, Donc on ne peut pas échapper en fait à ce destin-là. C'est ce que vous dites, c'est un constat sans jugement. Absolument. Quand Marine Le Pen, invitée du grand rendez-vous sur Europe 1 hier matin, rebaptise Fabiana Amias en David Pujadas. Oui, mais alors justement, ça c'est intéressant ce concept de liberté, parce que la liberté, c'est aussi ne pas être endetté ou ployé sous le poids de nos remboursements. Il y a 60% de la dette qui est détenue par les étrangers. Si on sort de l'euro, comment est-ce que vous ferez concrètement pour éviter une défiance, pour éviter la flambée des taux, pour éviter un renchérissement de la dette? Alors là, on perd toute souveraineté et toute liberté économique. Monsieur Pujadas, oui. Pour la deuxième fois, je vais être amené à vous expliquer de médias et d'émissions. C'est pourtant exactement la même question que celle qui m'a été posée il y a 2 jours. Bon. Ouais, mais votre projet n'a pas évolué, c'est sans doute que la réponse méritait peut-être d'être encore affinée. Donc je répète, ce qui est important dans une dette, ça n'est pas la nationalité de ceux qui détiennent la dette. Et enfin, pour finir ce zapping, hier soir, dans l'émission Capital sur M6, zoom sur les inventions qui rendent leurs créateurs parfois très riches, mais qui dans d'autres cas ne font que les endetter. Pour verrouiller une invention, il faut déjà la déposer et obtenir un brevet. C'est à ce moment-là que la carte bancaire commence à chauffer, car c'est loin d'être gratuit pour s'assurer, pour pouvoir exploiter sa propre invention. Et pourtant, déposer un brevet, ce n'est pas donné. Il faut compter au total 323 €. 18 € pour le dépôt du brevet, 260 € pour la recherche d'antériorité, à savoir si l'idée n'a pas déjà été déposée par un autre dans le monde. Enfin, 45 € pour sa délivrance. Et ce n'est pas tout. Chaque année, le propriétaire d'un brevet a ce que l'on appelle des frais de renouvellement. C'est 19 € de la 2e à la 5e année. Ensuite, le tarif augmente tous les ans. La 20e année, la dernière année d'exploitation du brevet avant qu'il ne tombe dans le domaine public, il faut payer 790 €. Au total, en plus des 323 € de dépôt, il faut débourser 5731 € pour être certain de ne pas se faire piquer son idée. Soit en fait 6054 € sur 20 ans, et ça, uniquement pour le marché français. Voilà pour ce qui est du zapping, des meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Est-ce qu'il y a un moment qui a retenu votre attention, Yasser, Youssef, Hanan? Oui, l'intervention de Michel Onfray, c'est ça? Oui, Michel Onfray, oui, philosophe, bien. Qui, pour lui, en tout cas, dit que dans quelques années, l'Occident, enfin l'Europe sera musulmane, quoi. Si on utilise l'éthique musulmane comme une force, très bien. Oui, alors c'est vrai qu'il le fait sans jugement. Il dit pas que c'est une catastrophe qui arrive, quoi. Voilà. Bon, vu le contexte. Oui, c'est sûr. Oui, très bien, Yasser. Il y a un autre moment qui t'a marqué, non? C'est Marine Le Pen qui prêche pour sa paroisse sur les détenteurs de la dette. Celle qui a reçu plus de 11 millions d'euros de prêts de banques russes proches des oligarques et des réseaux Poutine. Forcément, pour elle, le fait que la dette soit détenue par des pays tiers, justement, ça l'arrangerait un petit peu, surtout que pour elle, son patriotisme est quand même à vendre, puisqu'ils ont quand même déposé 44 demandes dans différents pays. Quand même. Youssef? Moi pareil, c'est Michel Onfray. C'est très intéressant ce revirement idéologique de Michel Onfray, puisque Michel Onfray qui a tenu des positions islamophobes. Il a commencé sa carrière en fait comme ça avec le traité d'Actéologie.
Oui, comme beaucoup. Oui. Où il était très dur envers l'islam, et maintenant j'étais étonné de l'entendre. J'ai écouté l'émission en entier chez Ruquier, et c'était très très intéressant d'entendre ce revirement. Et en fait, il dit qu'il ne porte pas de jugement, mais en fait, dans un contexte aujourd'hui avec des attentats, avec tout ce qu'on dit sur l'islam, dire que l'Europe va devenir musulmane, en fait, il reprend les thèses du grand remplacement, en fait. Parce qu'il parle de natalité, etc. Il dit qu'ils vont être plus nombreux, et c'est tous les fantasmes, d'accord, qu'il va nourrir pour faire peur en réalité. Il peut dire ce qu'il veut, il ne porte pas de jugement de valeur à ce que c'est bien ou mal, mais le résultat est que ça va créer la panique. Et je trouve que voilà, ce revirement, il est vraiment très malin, ce petit Onfray, quoi. Ouais, quand même, ouais. Allez, dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron qui est en Algérie, mais juste auparavant, on parlera un peu de François Fillon qui n'en finit pas avec ses affaires. D'ailleurs, c'est peut-être la semaine cruciale pour François Fillon pour la suite ou non de sa candidature à l'élection présidentielle. Il était à La Réunion et il est parti voir la mosquée, la grande mosquée que vous avez peut-être vue d'ailleurs une fois dans votre vie, à Saint-Denis de La Réunion, hier, sauf qu'il n'a pas été accueilli comme il peut-être l'entendait. On lui a quand même fait entendre et mis quelques remontrances à François Fillon. On en reparle avec vous dans un instant. Le numéro de téléphone, il n'a pas changé, 01 40 33 9000. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure à 17h30, et puis notre partie libre antenne entre 40 et 52 17h. Ça ne bouge pas, évidemment, tout à l'heure à retrouver. Et je rappelle, on recevra donc Emmanuel, celui qui est devenu le nouveau héros donc de c'est ce qui s'est passé samedi à Bobigny. Ça tombe bien, Youssef, on en parlera tout à l'heure puisque tu y étais, toi, à la manifestation de Bobigny. Ça avait plutôt bien démarré dans le calme et ça s'est corsé rapidement, enfin à peu près une heure après, dit-on, dans la manif. On en reparlera et en détail avec vous, 01 40 33 9000, avec cette question: faut-il craindre un embrasement de la banlieue après l'affaire Théo? À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb. Merci d'être avec nous avec Anan Zawani du repas des Salem. Comment ça va d'ailleurs du côté du repas des Salem, Anan? Alors, repas du Salem, ça se passe très bien. Donc là, on rajoute une journée à nos actions. Donc lundi soir 20h, donc tous les lundis à partir de maintenant, mercredi 13h, vendredi 20h. Donc au 56 rue Philippe de Girard, métro La Chapelle. On a vraiment besoin de bénévoles, notamment le mercredi 13h, pour pouvoir assurer une qualité de service sympa auprès des frères réfugiés. Très bien, il y a un numéro de téléphone peut-être, ou un mail? Pas un numéro de téléphone, mais la page officielle a été créée, donc les repas du Salem, SALEM. Très bien, repas du Salem, c'est sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook, tout à fait. Voilà, vous allez, et puis évidemment vous proposez votre aide en tant que bénévole, notamment le mercredi 13h. Inch'Allah. Ça se passe en région parisienne, sur Paris principalement? Ça se passe sur Paris essentiellement. Très bien, essentiellement. Métro La Chapelle, 56 rue Philippe de Girard. Yasser Louati, toujours aussi militant? J'espère. On ne lâche rien, puis un militant n'en cache pas un autre. C'est Youssef Brakmi qui est avec nous aussi. Militant depuis son plus jeune âge, on peut le dire. Oui, depuis l'adolescence, on va dire. Depuis l'adolescence, donc très bien. En fait, tous les militants ont commencé très jeunes. En fait, on est avec ça, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a de quoi faire en ce moment. Il y a du travail pour ce qui est du militantisme. Avec vos appels, évidemment, 01 40 33 9000. Je voulais vous parler de François Fillon qui termine donc aujourd'hui son déplacement à La Réunion. Il s'est rendu à la grande mosquée de Saint-Denis, la plus vieille de France, faut qu'on se le dise quand même. Le candidat de la droite à la présidentielle a rencontré les représentants de la communauté musulmane de l'île, mais leurs échanges n'ont pas permis de lever l'incompréhension entre le candidat et les musulmans. Nicolas Sarkozy était venu pour les 100 ans de la construction de la mosquée Nour al-Islam, c'était en 2005. François Fillon était encore Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le candidat à la présidentielle qui est reçu. L'accueil est cordial, poli, mais l'imam de la mosquée n'a pas oublié les propos de François Fillon, pour qui la France n'est pas un pays mosaïque. Écoutez ce qu'a dit l'imam. Regardez tous ces visages multicolores qui sont autour de vous. Elles forment une véritable mosaïque. Et faites en sorte que dans cette campagne présidentielle, les discours soient équilibrés et non stigmatisants. Donc ça, c'est le rappel de l'imam. Entouré de toutes les autorités religieuses de la Réunion, François Fillon lui répond. Écoutez ce qu'il lui a répondu donc à l'imam donc de la grande mosquée de La Réunion. Exemplaire à la religion, Monsieur le Président, à La Réunion, elle ne l'est pas forcément partout sur le territoire national. Réponse donc de François Fillon: La Réunion serait une sorte de paradis isolé du reste de la France et donc pas un modèle à suivre pour le candidat qui défend sa vérité. Venu assister à la rencontre, Selim attendait plutôt un message d'apaisement, c'est ce qu'il a rappelé au micro de nos confrères d'RFI. J'ai un peu resté sur ma faim parce que j'attendais surtout qu'ils prennent position en distinguant bien les musulmans pratiquants et la déviance des musulmans par rapport au problème du terrorisme.
Ça, c'est Selim. Donc, un avis largement partagé, dit-il, parmi les 20 000 musulmans de l'île. Pendant cette visite, au moins, le Penelope Gate n'aura pas été abordé. Au moins, pas beaucoup, en tout cas. Une petite réaction, Yasser, Alan et Youssef, concernant l'affaire Fillon et son déplacement à La Réunion et cette rencontre, donc, à la mosquée, la plus vieille mosquée de France, donc, à Saint-Denis de La Réunion. Mais pour commencer, c'est le patriarcat blanc bourgeois qui s'exprime, parce qu'on parle de Pénélope Fillon, mais jusqu'à maintenant, elle s'est très très peu, si ce n'est pas du tout exprimée. C'est son mari qui parle à sa place. Libérez vos femmes, chers bourgeois, et laissez-les parler, surtout quand on les accuse d'affaires de détournement de fonds publics. Mais ensuite, c'est chapeau à l'imam qui n'a pas eu peur de mettre Fillon face à ses propos. Et là, je veux dire, moi, franchement, chapeau à l'imam, chapeau d'avoir rappelé à Fillon la place qu'occupe l'islam et que la France est en partie musulmane, que ses élites le veuillent ou pas. Et encore une fois, j'espère que beaucoup d'autres imams suivront leur exemple et s'impliqueront un peu plus dans la vie citoyenne. Anan? Pas du tout étonné des propos de Fillon, hein. On reste vraiment dans la droiture entre guillemets de ce qu'il veut représenter. Et effectivement, tout à fait d'accord avec Yasser que nos représentants musulmans de mosquées prennent la parole et agissent. Youssef? C'était prévisible, puisque étant donné qu'il était embourbé dans cette affaire de détournement de fonds publics, effectivement, ça allait repartir sur l'islam, forcément. Et donc il y a rien de tel en France pour se sortir d'une affaire de corruption que de parler d'islam encore une fois. Et puis c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que à la Réunion, c'est pas le même islam. Et c'est intéressant parce que la Réunion, c'est un territoire de la République, jusqu'à preuve du contraire. Et en fait, c'est une laïcité beaucoup plus apaisée, entre guillemets, qu'en France. Donc peut-être qu'il faudrait appliquer cette laïcité qui s'applique là-bas. C'est-à-dire que dans le Parlement, servir comme modèle, quoi. Voilà, parce qu'il y a des femmes voilées qui peuvent être élues, sans que ça soit l'hystérie. On entend l'appel à la prière dans la rue sans que ça soit l'hystérie. Et donc peut-être que c'est du coup à Fillon plutôt de prendre exemple sur les responsables locaux. Alors dans ce cas-là, c'est peut-être le message qu'ils ont voulu lui faire passer. En tout cas, les responsables de cette grande mosquée. Bon, pas sûr qu'il l'ait entendu, en tout cas, comme de la sorte. En tous les cas, François Fillon, qui est désormais distancé dans les sondages par Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie, qui entame, lui, aujourd'hui, une visite d'1 jour et demi en Algérie. Il doit y rencontrer le Premier ministre algérien et des représentants de la communauté française d'Algérie. Alors, à la question, Emmanuel Macron qui accorde une grande interview chez nos confrères de TSA aujourd'hui à l'occasion de sa visite en Algérie, une grande réunion publique qui aura lieu ce soir à 18h. Il va rencontrer donc des responsables algériens. Il entend écrire une nouvelle histoire entre la France et l'Algérie. Un passage obligé, dit-il, pour une candidature à la présidentielle française. L'Algérie après la Tunisie au mois de novembre, le Liban au mois de janvier, l'Algérie au mois de février. Qu'en pensez-vous, Yasser Louati? C'est de l'entrisme et de la récupération la plus primitive. Je veux dire, Macron, ses propos il y a un mois ou deux sur la colonisation, qui a eu des effets positifs pour l'Algérie, qui a aussi permis l'émergence de je ne sais quoi, d'une classe moyenne et d'une civilisation. Faut pas oublier que Macron était en pleine campagne de séduction vis-à-vis du soi-disant électorat musulman qu'il veut se mettre à profit. Et donc oui, si Macron veut écrire une nouvelle page de l'histoire entre la France et l'Algérie, d'une c'est du flanc, il le fera pas parce que les institutions sont vraiment héritées de l'ère coloniale. Deuxièmement, si Emmanuel Macron pensait vraiment le faire, pour des déclarations qui justement encensent la colonisation, qui sont justement une espèce de gage de bonne foi vis-à-vis des différents groupes de pression qui soutiennent une telle idéologie. Donc franchement, moi j'y crois pas, et j'espère que les Algériens ou les Marocains, s'ils viennent à les visiter, seront tout autant lucides. Alors, tiens, petit commentaire de Yann sur la page Facebook France Maghreb 2. On vous a mis évidemment les sujets du jour. Yann nous dit: une fois que vous aurez reconnu le génocide commis par l'État français, peut-être qu'on pourra écrire une nouvelle histoire entre la France et l'Algérie. Ça, c'est Yann qui nous donne ce commentaire. Youssef, pour ce qui est de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, passage obligé, dit-il, pour une candidature à la présidentielle, et qui entend vouloir écrire une nouvelle histoire.
Que faut-il le croire ou pas? Non, évidemment non, mais en fait, chaque candidat à la présidentielle est obligé de passer par Alger. Ça, c'est obligatoire. Je veux dire, c'est impossible aujourd'hui. Aucun président de la République ne peut être président si il n'a pas l'électorat algérien ou s'il ne cherche pas à le séduire. Ouais. Alors, ça représente tellement de millions et de millions de descendants ou de personnes liées de près ou de loin à l'Algérie qu'on est obligé. Mais après, maintenant, ça me fait rire que, enfin, quand on regarde ses déclarations, ses présentes déclarations, où il a vanté la colonisation, où il nous a fait le nostalgique de la colonisation comme un bon membre de l'OAS. Franchement, je trouve que c'est un peu indécent, quoi. Et vraiment déplacé. Et donc, malheureusement, chaque campagne présidentielle, ça va être la course d'un côté aux pieds noirs et de l'autre côté aux Algériens, aux immigrés algériens français, de la société française qui pourront voter. Il n'est pas encore allé au Maroc, Hanan, mais pourtant, l'Algérie, un passage obligé pour les candidats à la présidentielle française. Effectivement, l'effet que ça fait, c'est juste une tentative de séduction nous concernant, mais on n'est pas dupe de ça. Ouais. Cela dit, Emmanuel Macron, vous pouvez évidemment intervenir au 01 40 33 9000. Emmanuel Macron qui monte en flèche dans les sondages. Pourtant, c'était pas pareil d'avance tout ça. Il se retrouve d'ailleurs dans tous les cas de figure quasiment au deuxième tour qualifié face à Marine Le Pen. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Emmanuel Macron a vraiment une grande chance de devenir président de la République sans jamais avoir été élu? À force de le décrire en tant que futur gagnant, oui, c'est ce qu'on fait. Enfin, c'est ce que les médias. C'est le candidat des médias. C'est le candidat des médias, exactement. Effectivement, à chaque fois que j'allume le journal télévisé, BFM, France 1, France 2, enfin tous ces France médias. France 1, je ne connaissais pas, Anan. TF1, tu nous l'as fait. Ah oui, d'accord. C'est une nouvelle chaîne que tu nous as créée. Effectivement, on en entend beaucoup parler. On parle beaucoup de ces sondages et on sait que, à force de dire que il va être devant, c'est du bourrage de crâne en réalité. Youssef, justement sur le fait que Macron soit le candidat, visiblement ça on est tous d'accord, le candidat des médias, est-ce que ça peut le conduire à la victoire? Non, ça c'est clair que c'est le candidat des médias, c'est le candidat du système, mais bon, je suis assez sceptique, je sais pas si vraiment, enfin on peut plus dire à l'avance maintenant ce qui va être président ou pas. Et puis il y a quand même un truc qu'on oublie quand même par rapport à Macron, c'est qu'il n'a pas encore dévoilé son programme. Oui, enfin, et en fait, on va attendre de voir ce que ça va donner d'abord, parce que je suis sûr qu'il va y avoir quand même une petite chute. Parce que notamment, je pense à certains électorats, je sais pas, plutôt qui peuvent être séduits, par exemple les classes moyennes plutôt de gauche. Peut-être que notamment de certains fonctionnaires, certains profs, peut-être que quand ils vont voir le programme économique de Macron, ils vont déchanter quand même. Je pense qu'à mon avis, il va perdre. C'est un ancien banquier. Voilà, et je pense qu'il va perdre parce que là, en fait, son programme, personne ne peut le dire vraiment. Il a pas de programme, il joue le centriste, on sait pas. Et franchement, même Fillon, il est loin d'être mort. Yasser, est-ce que le fait de dire je suis ni de droite ni de gauche, ça peut marcher longtemps? Le bluff peut encore durer. Ouais. Parce que pour l'instant, il a trouvé la parade au fait de pas se faire être repris sur des chiffres qui seraient faux ou des hypothèses qui seraient bancales. Donc en gros, il maintient le flou, ses déclarations généralistes. Et le problème, c'est que la presse joue le jeu. C'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas de manière assez agressive mis Emmanuel Macron devant son rôle de présidentiable en disant quelles sont vos propositions concrètes. Ce qui profite à Macron, c'est le fait que tout le monde autour de lui se casse la figure. Ouais. Fillon, Marine Le Pen et son plafond de verre et son électorat qui l'empêchera de sortir de son électorat traditionnel. On a Hamon qui peine encore à décoller. Mélenchon, voilà, comme d'hab, il prêche pour sa paroisse, mais il quitte pas encore son terrain de jeu. Donc tout cela profite à Emmanuel Macron. Mais pendant combien de temps, comme disait à l'instant Youssef, on ne sait pas encore. Est-ce que à la dernière ligne droite, quelques semaines avant, il va multiplier les promesses et les déclarations qui vont en fait le compromettre? Ça, j'en sais rien par contre. On va prendre l'avis de Karim qui nous appelle d'ici les Moulineaux. Salut Karim. Oui, salut Christophe, salut tout le monde. Bienvenue à toi Karim. Ouais, ça va très bien, on t'écoute. Ça va, merci. Écoute, je vais simplement m'exprimer par rapport à ce que vous disiez par rapport à Emmanuel Macron sur ses intentions de vente par rapport à l'Algérie, etc. Oui. Mais je pense que ce qu'a dit la personne qui parle, l'interlocuteur, c'est qu'il n'y a pas de président sans passer par l'Algérie. Je pense qu'on va être dans une toute autre dans une toute version présidentielle, parce que Marine Le Pen fonce droit sur la présidentielle. Les événements qui se produisent, Macron, Fillon, enfin tous ces candidats, ils pourront rien y faire. Donc moi, ce que je pense, c'est que comme on n'a aucune communauté en France, il n'y a aucune communauté, ni arabe, ni musulmane, ni quoi que ce soit, je pense que tout simplement on va se retrouver comme au temps d'économisation,
C'est-à-dire qu'on n'aura vraiment plus aucun droit de parole à part sur des petites radios, à part sur des petites choses, voilà. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère quitter le pays. Laisser tout à l'abandon. Ça m'intéresse plus. Donc je fais mes papiers pour aller au Canada. Parce que je sais qu'il y a une communauté quand même au Canada, que les gens ont un droit de parole, ont un droit de vie quand même. On a une communauté qui bouge ici. Beaucoup d'impôts. T'es difficile quand tu dis il n'y a pas de... Je paye beaucoup de choses, je travaille, je suis entrepreneur. Karim. Voilà, quoi. Karim, juste en plateau, des gens sont pas d'accord avec toi. Hein, sur le coup, voilà. Anan, par exemple, Anan. Karim, ouais, je te disais quand même, t'es un petit peu dur et défaitiste, ce que je peux comprendre. Il y a une communauté ici qui bouge, qui est active, qui serre les coudes, et puis qui surtout est pleinement intégrée. Après que tu veuilles toi partir parce que des difficultés et déçu, ok, c'est ton choix. Mais ne mets pas ça sur le dos du fait qu'il n'y ait pas de communauté ni arabe ni musulmane. Si, on est là. Moi, j'aimerais bien t'entendre, j'aimerais être d'accord avec toi. Loin de là, je suis loin d'être quelqu'un de défaitiste et je suis toujours optimiste dans mes discours. Mais dans quel sujet et dans quels actes est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce que tu peux m'en citer un seul? Aujourd'hui, aujourd'hui, économiquement, on est présent, donc on n'est pas présent médiatiquement. Je suis d'accord avec toi, mais derrière et en avant-garde, il y a plein de choses qui se passent au niveau de la citoyenneté. T'as des personnes qui sont maintenant de plus en plus actives. T'as des partis politiques qui sont en train de se monter, de dénoncer des choses et de vrai pour le vivre ensemble. Après, effectivement, c'est ton choix. Moi, je peux pas te dire reste ici avec nous. Pars, mais tu reviendras. Karim, juste l'avis de Yasser sur ce que tu dis. Il n'y a pas de communauté. Je préfère quitter le pays. Navire, je me sens plus bien ici. Je vais au Canada. Yasser, ça t'inspire quoi? Toi qui as beaucoup voyagé. L'expatriation, moi je l'ai commencé à 19 ans et j'ai fini par revenir. Dire, on tourne, à la fin, on est quand même chez les autres et chez les gens. Donc ça c'est humainement, une expatriation dure entre 5 et 6 ans maximum, parce qu'à la fin on a vite mal du pays, les parents prennent de l'âge, etc. On veut revenir. Deuxièmement, là dire qu'il n'y a pas d'activité, non, il y a énormément d'activités. Mais il manque des solidarités qui permettent à ces activités de mûrir politiquement et d'être pérennes sur la longueur. Et là, malheureusement, et là je peux dire, si tu veux me parler en off, il n'y a aucun souci, il y a un nombre incroyable d'initiatives qui sont lancées par des gens qui sont sincères, mais qui malheureusement sont mis à l'écart justement par ceux qui veulent avoir un monopole sur telle ou telle question, et à force ils se retrouvent à agir de manière très isolée, sans pour autant que des personnes comme toi qui aimeraient aider puissent leur apporter le soutien nécessaire. Youssef. Oui, alors Karim, salam alaikum. Donc l'idée, enfin, je comprends ce que tu dis. On l'a vu, on l'a vécu ça en 2004 avec les sœurs voilées, qui étaient de vrais exilés politiques, qui ont quitté la France. Moi, je les appelle des exilés politiques parce qu'ils étaient opprimés en France et qui sont partis s'installer au Canada, etc. Et ça, je blâme pas ceux qui le font. Chacun ses stratégies. Mais quand tu dis il y a pas de communauté, en fait, non. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, la communauté, c'est un projet. Voilà, la communauté, ça s'autoproclame pas, ça se déclare pas. En fait, il faut le construire. C'est un projet sur le long terme. Et en fait, toutes nos initiatives militantes, comme vient de le dire Yasser, il y en a plein. Sauf qu'en fait, on est en manque de visibilité, c'est pas mis en avant. On n'a pas nos propres médias, mais même sur ce côté-là, il y a beaucoup de choses qui commencent à avancer maintenant. Et là, tu le vois, en fait, pour moi, quand, par exemple, je prends l'exemple de Gaza, par exemple, pour la Palestine, moi, j'ai vu la communauté. En 2014, il y a eu une manifestation qui a été interdite par le ministère de l'Intérieur, par le président, par Hollande. Et malgré tout, j'ai vu pratiquement 10 000 personnes braver l'interdit, malgré le matraquage médiatique sur la répression qui allait se faire le jour de la manifestation. Toute la communauté musulmane a répondu. Ouais, il n'y avait pas que des musulmanes, il n'y avait pas que des musulmans sur le coup. Là, c'était vraiment à Barbès, français dans toute sa splendeur. Hein. Mais à Barbès, le samedi, la Barbès manif interdite, c'est beaucoup des quartiers populaires. Ouais, bien sûr. Et en fait, la communauté là, elle s'est mise en branle, elle a marché, elle était là. Ouais. Et bref, en tout cas, quand il y a des urgences, je trouve que la communauté elle est toujours là, elle est présente. Ouais. Karim, ça te donne envie de rester ou pas alors? Je suis d'accord avec ce qu'ils me disent, mais par-delà les frontières, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des manifestations, des choses, mais à l'intérieur des frontières. Déjà, commençons par l'intérieur des frontières. Est-ce que notre communauté, est-ce que les communautés en général, comparons-nous aux autres communautés, est-ce qu'on a une voix, est-ce qu'on est unis, est-ce qu'on a des chefs, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. On est juste, il n'y a aucun élu politique pratiquement à part de la mairie de Spin ou adjoint au maire de Bobigny, etc. Qui n'ont aucune voix et qui à chaque fois qu'ils parlent, c'est directement qu'ils sont. Cette maturité, moi, Karim. Je veux dire, mon père, pourquoi je pensais décider, mon père est venu émigrer d'Algérie pour essayer de nous offrir une vie meilleure. Il a travaillé, il a fait ce qu'il avait à faire, il a pris sa retraite, il est parti, il nous a dit vous restez. Si vous vous sentez bien ici, vous restez, si vous vous sentez pas bien, partez.
Et cette Moi, maturité. aujourd'hui, je me suis marié, j'ai un enfant, je ne vois pas mon fils. Moi, je suis entrepreneur, je paye beaucoup d'impôts. Je paye beaucoup d'impôts pour ce pays. Voilà, ça me dérange pas parce que voilà, je fais partie de la vie, je gagne de l'argent, etc. Mais je veux dire, pour l'avenir, pour les enfants, etc., je les vois pas du tout ici parce que ça commence de plus en plus à se durcir. Les gens, avec le racisme, ils sont de plus en plus ouverts. Voilà, on n'a aucune voix. On aura toujours des mais on ne se fera jamais entendre. Parce qu'on se fait entendre comment, c'est sûr, ce que vous avez dit, Yasser, économiquement. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur, il y a une économie. L'économie, la viande halal, elle est gérée. Enfin voilà, je suis dans ce domaine. Elle est gérée, je peux même pas t'expliquer ça en radio. C'est très compliqué. Ouais, on le sait. Karim, cette maturité, on est en train de l'accueillir. Effectivement, on est les enfants de nos parents. Ils sont arrivés, ils nous ont donné les armes pour réussir. Donc maintenant, c'est à nous d'acquérir cette maturité. Après, pour créer une unité entre nous, c'est comme une famille. Ça a mis un petit peu de temps. Moi, je suis pas pour le défaitisme, mais je suis très positive. Je suis maman comme toi. Mes enfants sont peut-être plus âgés, ils ont 19 ans et 14 ans. Et voilà, je prends le temps de les éduquer, de leur expliquer. Je pense que le changement, il passera à travers eux et à travers le changement, c'est pas pour maintenant, c'est pour bientôt. Alors, le changement, il est en construction. Il faut être patient. Voilà. En tout cas, j'aimerais entendre cette unité, etc. Je vous regarderai de loin. Ouais, pas de problème. Tu pourras nous appeler aussi de loin pour nous raconter. C'est pas risqué. Tu nous regardes de loin. Sans prendre de risques. Franchement, c'est pas très solidaire tout ça. Ouais, Karim, pour le coup, là, tu t'en vas, là, tu abandonnes le navire en plein. Ouais, mais voilà, j'ai tout fait pour rester. Karim, tu pourras quand même nous appeler. Tu pourras quand même nous appeler. Tu pourras nous appeler pour nous expliquer ce qui se passe pour toi au Canada, qui est un très beau pays d'ailleurs. Merci beaucoup, salut Karim. À bientôt. Donc, voilà, un auditeur qui va nous quitter, mais pas très, voilà, à mon avis, pas très longtemps. Il y a Internet, de toute façon, il peut nous écouter. Il y a Internet, bien sûr, il y a tout ça, il y a l'application téléphone, France Maghreb 2, que vous pouvez télécharger, bien sûr, pour écouter, rester connecté ainsi à votre radio. Alors revenons quand même à Emmanuel Macron parce que c'est quand même le sujet du moment et à l'occasion de cette visite en Algérie. On rappelle, il était en Tunisie au mois de novembre, au Liban au mois de janvier. Et donc il s'en va en Algérie pour y rencontrer beaucoup de responsables. Il entend, c'est ce qu'il déclare dans une interview, donc écrire une nouvelle histoire entre la France et l'Algérie. Un passage obligé, a-t-il rappelé, pour un candidat à la présidentielle, le chouchou, le candidat des médias. Emmanuel Macron, jusqu'à quand ce que cela va durer? D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un livre qui doit sortir dans les semaines qui arrivent sur le fait que Emmanuel Macron, et j'emploie le conditionnel, aurait utilisé l'argent du ministère de l'économie pour financer sa campagne. Or, il se présente comme le seul candidat à n'avoir utilisé aucun argent des contribuables pour financer sa campagne. Ça fait un peu tache d'huile là pour le coup là, vous pensez pas? Alors moi question, parce que j'ai vu son dernier meeting là, je sais plus où est-ce que c'était, mais c'était juste grandiose. Donc la question que je me pose, c'est mais d'où vient cet argent quoi? C'est hyper bien organisé. Il se paye le luxe d'avoir ses propres caméras, de demander à BFM de diffuser ses images. Enfin, c'était juste magnifique quoi. Oui, Yasser, Youssef. C'est quand même le candidat du patronat, donc il avait sa boîte aux lettres à l'Institut Montaigne, et que justement les groupes de pression économique ont tout intérêt à ce que Macron émerge. On aimerait bien savoir qui finance derrière, je pense. Oh bah ça. Après, Youssef, t'as une non, mais après c'est pas étonnant cette histoire de un peu de détournement d'argent. Il a quand même participé à un gouvernement, qui a pas du tout été exemplaire à ce niveau-là. On l'a vu, tous les scandales qui se sont enchaînés durant le mandat de Hollande. Il est quand même resté, il a participé à ce système en fait. Enfin, je veux dire, il sort pas de nulle part. C'était quand même le petit chouchou de Hollande. Et en fait, il faut savoir qu'en plus, Macron, il est quand même, il y a énormément de dons. Moi, j'ai lu un article où il y a 5 millions d'euros de dons, de dons, rien que de dons. Et il salarie beaucoup de personnes. Laurence Saïm a déclaré elle-même qu'elle était sa salariée. Avec journaliste d'ITélé. Ouais, journaliste d'ITélé, du coup, qui est sa porte-parole. Et qui a déclaré sur France 5 qu'elle était elle-même payée. Imaginez combien elle la paye, elle, rien qu'elle. Enfin, les salaires, ça doit être gigantesque en fait. Mais il y a un tel engouement autour d'Emmanuel Macron et beaucoup de politiques qui faisaient partie de différents partis le rejoignent aujourd'hui. Ce rassemblement autour de lui, cet engouement que certains politiques peut-être qui peinent à se faire entendre dans leur propre famille politique tentent à le rejoindre. Aujourd'hui, il y a un véritable phénomène Macron qui est en train de se créer. Mais ma question est la suivante: est-ce que on peut imaginer qu'un homme qui vient du secteur privé, qui est un ancien banquier, Rothschild, qui est passé donc par le ministère, puisque Hollande l'a appelé, n'a jamais été élu en tant qu'homme politique, peut devenir comme ça président de la République? C'est possible ça en France aujourd'hui? C'est drôle parce que ça fait très rêve américain en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait très rêve américain et ça fait, en fait, c'est ce qu'il cultive.
En fait, clairement, Macron veut faire vraiment la fraîcheur, la nouveauté à l'anglo-saxonne en réalité. Et il peut même séduire pour ça la classe moyenne musulmane en fait. Pour faire écho au dernier appel qui vient juste d'avoir lieu là, c'est que c'est vrai qu'en fait il propose en réalité à la classe moyenne musulmane du coup une intégration économique. Il dit que voilà l'islamophobie c'est pas bien. Même par rapport aux attentats, il a dit que ça venait de la question sociale et qu'en fait ils étaient pas assez intégrés économiquement. Enfin pour lui tout se règle à ce niveau-là. Et en fait ça ressemble beaucoup à la méthode anglo-saxonne. Ouais. Je trouve. Alors on va prendre l'avis de c'est Youssef, c'est quoi le prénom? Mehdi, pardon. Mehdi, tu nous appelles d'où, Mehdi? Mais de Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe, Mehdi? On t'écoute. C'est juste pour donner mon avis concernant la communauté, on va dire, mais on sait plus de quoi parler dans cette histoire de communauté. C'est qu'aujourd'hui, on est soit communauté musulmane ou la communauté banlieusard, communauté africaine. On sait plus d'où on est, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe. On est dans un brouillard total avec tout ce qui se passe depuis ces dernières années, les attentats, tout ça. On essaye de nous embrouiller de partout. Et moi, je pense que pour cette communauté ou tous ces jeunes, tous ces immigrés et ces enfants d'immigrés, je pense qu'il leur manque peut-être un ou plusieurs quelques leaders. Enfin, quand je dis des leaders, c'est-à-dire des gens qui sont des gens posés, des gens qui en ont, comme on dit chez nous, pas ça. Des gens qui en ont dans la tête et qui représentent tous ces gens-là et qui même le faire fissabilillah et essayer d'aider tous ces gens-là qui sont perdus. Quand on regarde par exemple les émeutes qu'il y a eu à Bobigny hier ou avant-hier, on a l'impression d'une émeute des gens qui sont perdus, qui courent et qui savent même pas où ils vont, les pauvres. On se dit mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est pas possible que des jeunes comme ça soient lâchés comme ça dans la nature. Il y a des organisations de manifestations en France, des millions de gens se déplacent pour c'est bien organisé, il n'y a pas de débordement. Et Dieu seul sait combien il y a eu de casse et combien il y a eu de cassage de flics, mais c'est toujours bien encadré, bien organisé. Et dès qu'il y a par exemple 500 jeunes qui se déplacent, boum, on en fait tout un pataquès et puis ça part en vrille. Ouais. Et c'est mal encadré. Voilà, c'est juste pour dire que il manque je sais pas comment dire si c'est un leader ou pas un leader religieux ou pas religieux, mais des gens que tous ces gens-là puissent les suivre, mais vraiment les suivre et au pas et derrière eux et faire des choses tous ensemble. C'est ça qui nous manque, je pense, aujourd'hui. Merci Mehdi pour ton avis, merci beaucoup. Partagez l'avis de Mehdi. Manque des leaders ou pas dans cette communauté? Non, pas vraiment. Puis en plus, la vérité, c'est qu'il y en a des leaders. Ouais. Il y en a. Peut-être pas les bons, mais il y en a. Yasser, manque des leaders ou pas? En fait, moi, j'ai pas envie d'accabler l'intervenant, mais je reste quand même assez sceptique ou plutôt assez critique de ces opinions qui se font comme ça à distance. Enfin, je sais pas si la personne qui est intervenue est impliquée au niveau associatif pour voir ce qui se fait, mais porter un jugement comme ça de l'extérieur, dire il n'y a pas de jugement, enfin il n'y a pas de leader, c'est comme ceux qui vous disent oui, il faut d'abord avoir une force de frappe économique, il faut d'abord l'argent, et quand tu lui dis Coco viens donner 10 € pour telle ou telle cause, il va te dire il n'y a non. plus personne. Quand tu lui dis il faut boycotter, il va te dire oh non moi j'arrête pas telle ou telle marque. Enfin voilà, il y a un moment, bon, encore une fois c'est pas à son adresse, mais ce discours là quelque part m'insupporte. Dans un instant on va parler de cette banlieue qui s'embrase ou pas d'ailleurs, c'est la question que je vous pose. La question suite à l'affaire Théo, qui est une affaire très grave en France aujourd'hui. La banlieue risque-t-elle une nouvelle fois de s'embraser? On vous pose la question ensemble en direct avec Yasser Louati, Hanan Zawani et Youssef Brakmi qui sont avec nous dans un instant aussi à retrouver les avis tranchés de Hanan et de Yasser. Et puis Emmanuel, ce jeune homme qui a sauvé une petite fille des flammes d'une voiture en feu, c'était samedi soir à Bobigny. Le grand forum LGF avec Yasser Louati, Hanan Zawani et Youssef Brakmi qui est avec nous sur France Maghreb 2. Youssef Brakmi. Brakni avec un N. N comme Nono. D'accord. Brakni. Très bien. Qui est avec nous donc aujourd'hui. Avant de parler de ce qui se passe évidemment depuis l'éclatement de l'affaire Théo, on va en reparler d'ailleurs dans la vie tranchée de Yasser dans un instant. Marine Le Pen qui est donnée elle invariablement en tête du premier tour de la présidentielle se rend à Nice, devrait se rendre sur la place des Anglais où a eu lieu l'attentat du 14 juillet, vous le savez, avant une visite symbolique au poste frontière de Saint-Louis, Menton. Marine Le Pen qui continue tranquillement. Vous avez certainement regardé l'émission politique jeudi soir.
Non, Yasser, Youssef, Anan. J'ai commencé à regarder, j'ai Vous n'avez pas pu suivre. Non. Donc vous avez pas vu ce débat avec Najed Vallaud-Belkacem? Non, on a si, j'ai vu des entendu extraits. Parler, ouais, mais j'ai sur pas internet, vu, ouais. ouais. Apparemment, il a bien extraits, répondu. Apparemment, c'était assez violent. Hein. Ouais, c'était dur, mais c'était je sais pas, j'étais au ski moi, mais bon, voilà. Yasser, toi t'as l'air de t'en. Franchement, les émissions politiques, je les regarde quasiment jamais. Je regarde seulement les rapports, quoi, en fait, c'est tout. Ouais, très bien. Bon, en même temps, hein. On va revenir maintenant, et on va en reparler d'ailleurs en longueur dans cette émission. En France, toujours 10 personnes ont été interpellées cette nuit en Seine-Saint-Denis pour violence urbaine. Dimanche, 11 personnes, dont 8 mineurs, avaient déjà été arrêtées après des affrontements avec les forces de l'ordre à Argenteuil. Des violences comparables à ce qui s'était passé la veille à Bobigny, en marge d'une manifestation de soutien à Théo, violé à la matraque au cours d'une interpellation il y a 10 jours. C'est ce qui nous fait craindre peut-être en tout cas un embrasement des banlieues, puisque ça s'est contaminé dans la semaine dernière à plusieurs villes de Seine-Saint-Denis notamment, mais pas seulement. Il y a eu des problèmes aussi du côté de Marseille, dans quelques villes de France. Youssef, toi tu y étais à cette manifestation samedi soir. Tout avait pourtant bien commencé. Le monde était là, présent, beaucoup de monde devant le tribunal de Bobigny pour demander justice, non seulement pour Théo, mais aussi pour Adama, que l'on n'oublie pas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dégénère ainsi? En fait, au départ, donc il y a eu une série de prises de parole. Déjà, je tiens à dire que le rassemblement était magnifique. C'était vraiment rare de voir, en fait, comme je l'ai commenté par ailleurs, que voilà, c'était les quartiers populaires qui étaient là, présents en masse. Dans les prises de parole également, on avait le jeune, parce qu'il faut savoir, c'est un jeune de 18 ans de Bobigny qui l'a organisé, ce rassemblement. Un jeune des quartiers de Bobigny qui a été indigné par la barbarie qu'a subi Théo. Et c'était vraiment un beau rassemblement, musique, etc. Et tout d'un coup, en fait, les policiers, depuis le début, se comportaient de manière provocante, en fait. Ils répondaient aux jeunes. C'était vraiment hallucinant de voir ça. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment un vrai changement, où là, ils étaient en train de les provoquer, de les regarder de manière un peu, de les défier. Et tout d'un coup, en fait, sur la droite, provocation après provocation, il y a les premiers jets. Et en fait, dès que la nuit a commencé à tomber, ça a commencé sur la passerelle de Bobigny. Je sais pas si vous voyez un peu, si vous visualisez. Et en fait, les policiers se sont postés là pour dominer le rassemblement. Du coup, c'était un peu un piège, un guet-apens, puisqu'en fait, on avait des brigades de la BAC avec des flashballs qui tiraient comme ça à vue. C'était impressionnant à voir, j'avais jamais vu ça, j'en ai fait des manifs, mais là vous imaginez des policiers armés sur une passerelle et qui visent un rassemblement bon enfant, c'est-à-dire avec des femmes, des enfants, des personnes âgées. On l'a vu d'ailleurs sur Facebook, un vieux monsieur qui jette une pierre. Et donc on a vraiment, j'étais vraiment impressionné de voir une telle violence. C'était complètement disproportionné et c'était largement gérable pour les policiers en plus, parce que c'était dans un endroit fermé, entouré de grillages en réalité. Donc c'était très facile de gérer pour eux, mais dès le début ils ont même pas cherché. Donc tir de flashball, lacrymogène, etc. Et là ça pouvait que dégénérer. Bobigny c'est une ville administrative et c'est une ville qui n'est composée que de quartiers populaires. Et donc forcément ça commence à affluer de partout, des villes voisines, et ça a vraiment dégénéré évidemment, pour moi en révolte urbaine, je préfère dire. Ouais, révolte urbaine. On va en reparler politiquement, c'est vraiment ça quoi. On va en reparler en tout cas avec vous au 01 40 33 9000. Justement, on va en reparler dans ton avis tranché, mon ami Yasser. T'es prêt? On est pile à l'heure là, c'est nickel. On y va. 17h, vous êtes bien sur France Maghreb 2. On continue de parler évidemment de cette affaire Théo, ce qui a inspiré la chronique de Yasser Louati pour son avis tranché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors on t'écoute Yasser Louati pour ta chronique concernant cette affaire Théo. À Aulnay-sous-Bois, le contrôle de police de Théo, jeune noir de 22 ans, s'est transformé en agression brutale avec un policier qui lui a... Je tiens d'abord à saluer la dignité du jeune homme et de sa famille qui ont été exemplaires et les soutenir est de loin la moindre chose pour nous. De l'autre côté, par contre, l'État a encore démontré son mépris de race et de classe. Malgré la barbarie et l'obscénité du geste qui ont nécessité quand même 60 jours d'ITT, voilà que la soi-disant police des polices estime qu'il s'agit d'un accident, en plus de la requalification des faits en violence volontaire aggravée par le parquet. Cette démonstration de mépris a continué avec les tirs à balles réelles et les injures raciales, alors que les habitants manifestaient pacifiquement contre la violence et l'impunité de la police. Puis on a eu ce policier Luc Poignant et cet ex-magistrat Philippe Bilger qui ont tous deux estimé, je cite, que le terme bamboula était soit correct, soit affectueux. Et pour couronner le tout, 7 mois après la mort d'Adama Traoré et la falsification de l'enquête, voilà que les députés ont approuvé en première lecture le projet de loi dit de sécurité publique.
qui, je cite, assouplit les règles de légitime défense pour les policiers, comme si l'impunité ne suffisait plus, durcit les peines pour outrage aux forces de l'ordre, mais pas les outrages à citoyens, autorise l'anonymat des enquêteurs pour encore plus d'opacité. Quant à ceux qui s'offusquent de voir des jeunes en colère à Ménilmontant, à Aulnay-sous-Bois ou Bobigny, j'aimerais vous voir ou voir votre réaction si vous, votre fils, votre fille, votre frère ou votre sœur se faisait violer par un dépositaire de l'autorité publique. C'est pas pour rien que ce matin encore, le défenseur des droits Jacques Toubon reconnaissait que ce qui est arrivé à Théo, je cite, n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Statistiques. Je rappelle qu'un noir et un arabe ont respectivement 6 et 8 fois plus de chances d'être contrôlés en raison de leur couleur de peau qu'une personne blanche. Que l'agressivité de la police est 3 fois plus importante quand les personnes contrôlées ne sont pas blanches, comme le souligne Sébastien Rocher dans son étude de la police en démocratie. Quant à l'usage fatal de la force ou de la violence, de 6 à 8 décès entre 77 et 97, on est passé à une moyenne de 10 à 15 morts par an. Le tout avec une institution qui vote à plus de 51% Front National. Si on avait voulu faire croire qu'on entre dans la police ou la gendarmerie pour s'adonner aux ratonnades, sans risquer la prison, on ne s'y serait pas pris autrement. D'ailleurs, combien de policiers ont été incarcérés après avoir tué un noir ou un arabe? Voyons voir. Été 72, 12 jeunes Algériens sont assassinés par des policiers de sang-froid. 0 arrestation et bien sûr 0 condamnation. Février 2016, non-lieu pour la mort d'Aliziri, le retraité mort par suffocation après son interpellation. Non-lieu en décembre suite à la mort de Mohamed Boukourou, victime d'un arrêt respiratoire dans un fourgon de police après avoir été tabassé. Non-lieu encore en octobre 2012 suite à la mort de Mahamadou Marega, décédé après un tir de taser à Colombes. Non-lieu en septembre 2016 suite à la mort d'Abou Bakari Tandia, tombé dans le coma pendant sa garde à vue. Fin 2004 à Courbevoie. Sans oublier bien sûr Liamine Dieng, Amine Bentounsi et encore, comme je le disais tout à l'heure, Adama Traoré. Alors je me tourne vers l'institution policière pour lui demander de se réformer, de condamner la violence, de se désolidariser des extrémistes, des racistes et des criminels qui ternissent son image. J'en ai croisé des bons flics et j'en connais plus d'un qui honorent leur profession et qui ont choisi ce métier par vocation. Je ne ferai pas l'amalgame du tous ripou, mais je m'adresse à l'institution en tant que telle et aux policiers modérés. Vous dites que la fonction de policier est une fonction noble, je veux bien vous croire. Mais si vous ne sortez pas en masse pour manifester et défendre l'honneur de votre fonction, alors vous ne pourrez être que responsable de l'image que votre silence complice renvoie. Il ne suffira plus de dire la police c'est pas ça ou d'affirmer qu'être policier c'est être un agent de la paix. Si le régime politique que vous défendez vous portez vraiment dans son cœur, il vous traiterait avec un peu plus de considération. Si vos conditions de travail ne sont pas bonnes, nos enfants n'ont pas à être les souffres-douleurs des forces de l'ordre et l'excuse des conditions de travail difficiles pour expliquer votre brutalité est tout simplement inacceptable. Je rappelle que nos impôts payent vos salaires, mais si vous avez peur de vous en prendre à votre hiérarchie qui vous exploite pour maintenir l'ordre bourgeois et que vous nous faites payer votre frustration par la violence gratuite et le meurtre, alors au mépris de votre hiérarchie s'ajoute aussi le mépris de ceux que vous brutalisez. Je termine par encore la rumeur que la préfecture de police a diffusée. Je ne vais pas m'attarder sur le mensonge de la préfecture sur le sauvetage d'une fillette dans une voiture en feu. Si la police avait vocation à sauver la vie de nos enfants, elle aurait commencé par sauver la vie de Zied et Bouna. Yasser Louati, réaction de Hanan et de Youssef concernant cette chronique de Yasser Louati d'aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec un petit bémol que je rajouterais. Certes, les policiers sont là pour défendre l'ordre bourgeois, mais ils défendent, par leur opération policière dans les quartiers populaires, ils défendent avant tout un ordre colonial. C'est-à-dire qu'en fait, la police française, l'héritage de la police française vient de l'Algérie française, de la gestion policière, par exemple, du quartier de la Casbah. C'est-à-dire qu'on forme les policiers avec des méthodes issues de la colonisation. Et en fait, en réalité, la police, c'est son fonctionnement, j'ai envie de dire, presque normal en réalité, puisqu'on lui demande de faire ça. Ce qu'on lui demande, c'est d'assurer cet ordre-là. Et quand les policiers viennent contrôler, viennent sans cesse harceler les jeunes des quartiers populaires, c'est pour rappeler en fait cet ordre-là. C'est pour dire que voilà où est votre place, voilà qui commande dans ce pays, et voilà ce que vous valez quelque part.
C'est pour ça qu'ils nous déshumanisent, ils nous rabaissent plus bas que terre, etc. Et donc voilà, il faut vraiment, j'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment ça qui se joue à ce moment-là. D'accord, certes, il y a la question de la classe sociale, évidemment, mais il y a vraiment la question du racisme. En fait, la police, elle est raciste. En fait, Yasser Lotfi vient de le dire, plus de 50% des policiers votent Front National. Oui. Comment ça ne pourrait pas se traduire dans leur comportement sur le terrain? C'est impossible. On va pas dire qu'il y a 50% de policiers qui votent Front National, et de l'autre côté, dire, faut voir, c'est peut-être une minorité dans la police. En fait, non. Je pense que la minorité dans la police, c'est celle qui se comporte bien. La norme, c'est plutôt celle qui se comporte mal. C'est le contraire en fait. Et j'ai entendu beaucoup de discours dire voilà non c'est qu'une minorité, le reste des policiers font bien leur boulot. Non, je pense vraiment que c'est l'inverse. Et les chiffres des votes pour le Front National le prouvent. Anan? Moi, effectivement, j'en ai un petit peu marre qu'on dise oui, mais ça, de défendre les bons policiers. On n'a pas à défendre les bons policiers. On a à pointer le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, arrêtons de minimiser ce qui se passe et parlons vrai, tout simplement. Et il faut continuer à dénoncer. Et il faut absolument que ça change. Effectivement, le syndicat Alliance, apparemment, c'est un syndicat très puissant et aujourd'hui on a au lieu d'avoir des policiers qui vont être condamnés, on a des non-condamnations qui font que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas, que moi je ne comprends pas ce qui se passe et qu'on arrive à des violences, en tout cas à des débordements lors de manifestations parce qu'on a des jeunes qui expriment leur colère. Une manifestation, pour moi, effectivement, on demande aux gens de manifester pacifiquement. Mais c'est pas possible. Ils sont là pour exprimer une colère. Donc après qu'il y ait toute une garde armée qui soit là pour les titiller, ça c'est vrai aussi. Ouais. Yasser, te répondre peut-être au bémol de Youssef qui a apporté un petit bémol à ta chronique. Non, en fait, c'est que pourquoi je me suis arrêté. Bon, d'abord, c'est que les mots sont comptés, donc forcément, il faut vite fait couper. Mais en fait, c'est quand je parle de bourgeois, je parle aussi de la bourgeoisie qui elle-même s'est engagée dans la politique coloniale. Donc pour moi, dans sous-bourgeois, j'entendais la bourgeoisie qui elle-même maintient l'ordre colonial qui lui est fortement profitable, comme depuis plusieurs siècles. Mais non, là, si on se rejoint, c'est une question c'est juste le choix des mots. Mais oui, je suis d'accord avec lui. Nous sommes d'accord. Alors, on va tout de suite enchaîner avec l'avis tranché de notre ami Anan Zawani, qui va nous parler de quoi, Anan? Alors, donc stratégie du choc et manipulation médiatique. Donc je vais démarrer par une citation de Malcolm X. Donc si l'on n'est pas vigilant, les journaux font haïr les oppressés et aimer les oppresseurs. Donc, je me fais que simple observatrice du traitement médiatique des derniers événements chocs que nous avons à subir en l'espace de 10 jours et relaie de mes concitoyens de tous bords révoltés. Donc, à quelques semaines des élections présidentielles, l'affaire Théo et maintenant celle des manifestations de Bobigny, d'Argenteuil et le séisme que vit la France. Donc les théories du complot repartent ainsi de plus belle au vu du traitement médiatique et des récupérations idéologiques, notamment par le FN qui en sont faites. Donc on a eu notre pain au chocolat. Donc l'affaire Théo aujourd'hui, c'est l'affaire des présidentielles 2007. Elle déchaîne elle aussi les passions. Donc la stratégie du choc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous la définir. Donc la stratégie du choc, en fait, elle se définit comme un traumatisme collectif. Donc exemple, une guerre, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, qui plonge en réalité chaque individu et chaque citoyen dans un état de choc. Et après ce choc, les citoyens redeviennent des enfants qui sont plus enclins en fait à suivre les leaders qui prétendent les protéger. Donc Milton Friedman, qui est prix Nobel d'économie en 1976, est une des premières personnes à avoir compris ce phénomène et à l'avoir conseillé en fait aux hommes politiques afin d'imposer immédiatement après une crise des réformes économiques douloureuses notamment. Donc le traitement médiatique qui a été donné à l'affaire Théo reste dans cette logique de stratégie du choc, mettre en avant les images en taisant ou minimisant le combat idéologique des violences policières. Donc là on a tous les pans de la population qui se sont indignés face au récit de Théo et hormis quelques débats télévisuels qui sont beaucoup moins suivis que les journaux de TF1 et de France 2, on a un relais qui est quasi insignifiant et on minimise en réalité au maximum la responsabilité policière
qui représente l'État. Donc admettre le mot viol, en réalité, ce serait admettre que c'est l'État qui viole. Donc la présence de Hollande au chevet de Théo, c'est qu'une énième manipulation en réalité. Donc par contre, ce qu'on voit, c'est que les violences urbaines et puis les personnes qui appellent, on voit les violences urbaines, on voit des personnes qui vont appeler au calme, mais aucune information de fond, aucune enquête approfondie sur la réalité des violences policières, qui aujourd'hui ne sont plus du tout une exception et qui deviennent un comportement quasi généralisé au sein de la police. Donc les bavures policières, elles par contre, elles vont se relier à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Donc on a beaucoup de témoignages qui affluent. Donc par contre ce qu'on va voir, alors excusez-moi. Donc tous les soirs à 20h, pour ma part, en tout cas moi je suis devant mon poste télévisé, attendre les informations et voir quelle image en fait on va avoir. Donc aucune image concrète de questionnement de fond. Donc on apprend par contre que les casseurs sont immédiatement déférés, que les premières peines tombent. Donc la stratégie du choc en réalité, elle a fonctionné. Donc merci la justice de nous protéger de ces quelques casseurs. Qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils soulèvent, d'où vient cette colère, on ne sait pas, on nous le dit pas. Voilà, tout ça c'est tu. Quelles solutions les pouvoirs publics vont pouvoir apporter? Aucune, on ne les écoutera pas de toute façon. Donc les médias ne vont pas les interroger. Donc ces casseurs, ils seront à leur tour insultés, malmenés, violentés, portés au banc des accusés, comme la cause des maux de notre société. Le frère d'Adama et sa famille sont aussi ses oppressés, parmi d'autres, portés au banc des accusés. Donc juste un dernier mot, bravo, le tour est bien joué. Les idées d'extrême droite vont servir encore une fois votre politique. Donc continuez à nous endormir le cerveau, continuez à endormir le cerveau aux citoyens français, continuez à nous désunir, continuez à faire de nous des martyrs, gazez sans distinction, envoyez vos flashballs sur les justes. Donc les héros de cette société qui ont décidé de ne plus se taire. Donc vous avez même le culot de faire passer vos CRS tabasseurs pour des héros, sauveurs d'une petite fille. Donc moi je tiens juste à vous dire que la stratégie du choc va se retourner contre vous parce que les médias alternatifs et les réseaux sociaux sont le cœur de la vraie information et qu'on a retrouvé entre autres le vrai héros de cette manifestation qui est Emmanuel Toula. Et lui en réalité n'est que le symbole de cette vraie jeunesse de France, cette jeunesse solidaire, fraternelle, qui a du courage que eux n'ont pas et qui ne se taira pas. Merci Anan. Si vous souhaitez réagir, messieurs, faites-le rapidement avant qu'on accueille justement Emmanuel, ce véritable héros de samedi soir. Yasser et Youssef. De toute façon, oui, tu faisais référence à l'instant à Milton Friedman, c'est que le néolibéralisme tel qu'il a été théorisé depuis plus d'un siècle, il ne peut s'appliquer que sous un régime autoritaire. C'est pour ça que aux injustices sociales, on ne peut pas déconnecter les injustices raciales. Donc on a un État qui veut dire un État qui, pour être sécuritaire et légitimer l'emploi de la force et de la coercition, donc passe par il faut absolument un projet sécuritaire, et pour le projet sécuritaire doit se vendre sur le dos des minorités. Et aujourd'hui, c'est les musulmans qui justifient justement l'application d'un État, plutôt l'émergence d'un État sécuritaire qui en retour permettra l'application d'un agenda néolibéral. Youssef, un petit mot? Oui, surtout sur la fin, ce que tu disais, effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui et les radios communautaires ou alternatives sont vraiment l'avenir. Vraiment, là, les journalistes ont beaucoup de soucis à se faire. Ouais. Alors, on va revenir sur cette affaire, effectivement, dont tu évoquais, Anan, il y a quelques instants. Ça s'est passé samedi soir, donc lors de cette manifestation à Bobigny. Une petite fille qui se retrouve bloquée dans une voiture en feu. Avec cette première diffusion d'informations, les policiers ont sauvé une petite fille des flammes d'une voiture en feu à Bobigny lors d'une manifestation, voulant faire passer donc les casseurs qui n'hésitent pas même à mettre une voiture en feu avec une petite fille à l'intérieur. Sauf que ce ne sont pas les policiers qui ont sauvé cette petite fille. Et d'ailleurs Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous. Bonsoir et bienvenue. Toutes les personnes présentes. Vous êtes le nouveau héros de cette manifestation de Bobigny. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi vous avez souhaité prendre la parole pour rétablir la vérité.
Donc avant toute chose, je tenais à remercier la dame qui vient de parler. Elle a parlé avec vérité, sans préjugés, sans aucune subjectivité. Elle a parlé de la vérité. C'est tout ce que je recherchais. Je suis un jeune de 16 ans. C'est la première fois que j'allais dans une manifestation. Je m'identifie beaucoup à ces jeunes victimes de bavures policières. J'habite dans le 9-2, j'habite dans les Hauts-de-Seine. Je suis un jeune qui vit tout à fait normalement avec des parents issus de l'immigration. Donc voilà, enfin, je m'identifie vraiment à ces jeunes-là. Donc je vais dans cette manifestation. Sur le coup des 16h30, j'arrive en plein milieu de la manifestation, ça se passe bien, ça me donne une première image des manifestations républicaines, citoyennes, mais vraiment juste excellente. C'est ce que j'attendais, des gens organisés, il n'y avait pas de heurts avec la police, c'était très bien organisé, ça m'a vraiment donné une bonne image de tout ça. Mais finalement, ça devait arriver, hein. Il y a des casseurs qui sont arrivés, qui ont commencé à chercher la confrontation avec les forces de l'ordre présentes sur les lieux, qui ont commencé à casser les différents bâtiments administratifs qu'il y avait autour du périmètre, qui ont commencé à faire ce qu'ils sont venus faire et non pas défendre porter haut cette cause que 2000 personnes honnêtes, des manifestants honnêtes de toute race, qui soient blanches, que ce soit des personnes issues de l'immigration. Il y avait des personnes âgées, il y avait des très jeunes enfants, il y avait des familles, il y avait des gens seuls, moi-même je suis venu seul, je suis venu sans mes amis, mais on est venu humblement, on est venu simplement défendre cette cause-là, parce qu'il y a des jeunes qui sont victimes de pression, qui sont victimes de pression dans les quartiers de France, il y a des jeunes qui sont victimes de bavures policières, de violences policières, et ça là on le banalise trop, on voit que les cas les plus graves, par exemple Adama ou Théo très récemment, mais tous les jours il y en a des bavures policières et on le souligne vraiment pas assez. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel? Qu'est-ce qui s'est passé exactement concernant cette petite fille? Donc je vais sur les coups des 17h, l'atmosphère de 17h30, l'atmosphère devient vraiment tendue, donc je décide de m'en aller parce que j'habite pas du tout à côté, donc j'ai pas envie de me faire embarquer ni d'avoir de problèmes, donc je décide de m'en aller sur la rue attenante à la manifestation. Il y a des forces de police qui encadrent le périmètre, qui ont vraiment encloisonné les deux parties de la route que j'étais en train de traverser. Donc entre les deux cordons de sécurité de gendarmes et de policiers, il y avait je pourrais dire une grande quantité de jeunes, je pourrais pas vous dire exactement le nom, mais une grande quantité de jeunes qui étaient très remontés, qui étaient cagoulés, qui étaient armés, c'était des jeunes casseurs pour la plupart. Enfin, il y avait des gens qui essayaient de s'enfuir comme moi par exemple, qui étaient pas du tout mêlés à ça, donc qui essayaient de s'enfuir. Et donc il y a une petite voiture citadine, une petite citadine grise avec une jeune mère de famille à l'intérieur et ses deux enfants. Donc elle va passer, la circulation elle n'avait pas été coupée malgré le grand nombre de personnes qui est présent sur la route, la circulation n'est pas coupée. Et 2 minutes auparavant, il y avait une poubelle en feu qu'on venait de mettre en feu par des jeunes. Ouais. Donc ils vont approcher cette poubelle de la voiture, ils vont bloquer la voiture, elle ne pourra pas reculer ni avancer, donc elle est bloquée entre des jeunes qui poussent la voiture, qui malmènent la voiture, qui la prennent à partie, et une poubelle en feu. Donc ils sont complètement bloqués, pas de marche arrière possible, ni rien du tout. Donc la mère de famille, la jeune mère de famille, elle est complètement tétanisée, elle sait pas quoi faire, et au bout de 10 secondes, elle va sortir de la voiture, elle va prendre le plus jeune garçon et elle va décider de s'en aller. Et je pense qu'elle pensait que sa petite fille allait la suivre sur le moment, enfin que c'était tout à fait normal qu'elle puisse la suivre vu que elle avait le petit dans les mains, et je pense qu'elle a dit un petit mot, mais la petite était complètement tétanisée, elle pouvait rien faire sur le moment. J'ai vu vraiment que la mère de famille, elle était très crispée, elle était tendue, donc elle a décidé de s'enfuir avec le plus jeune qui devait pas avoir 2 ans. Donc elle s'en fait avec le plus jeune, et moi je vois tout ça, je suis complètement hébété, je comprends pas ce qui se passe. Je me dis, Emmanuel, tu devrais vraiment t'enfuir parce que
Auparavant, il y avait la voiture RTL qui venait de prendre feu, donc je me suis dit ne reste pas dans le coin, ça risque d'exploser, tu risques d'être blessé bêtement ou d'avoir il risque de t'arriver quelque chose de plus grave encore. Donc ne reste pas sur les lieux, ne fais pas de super-héros ni rien du tout. Alors ne bouge pas Emmanuel, on te reprend juste après la pub parce que on a envie de rien perdre de ce qui s'est passé, pour que tu nous racontes donc justement ce qui a été le déclic pour toi de sauver cette petite fille donc qui se retrouve coincée donc dans cette voiture en flammes. Cette maman partie avec son enfant, pensant que sa petite fille allait la suivre, sauf que cette petite fille était tétanisée, c'est ce que tu nous racontes en tout cas. Tu nous racontes tout ça dans un instant. Et pourquoi et comment as-tu fait justement pour rétablir une certaine vérité, puisque on a entendu dans les médias dimanche matin que c'était la police qui avait secouru cette petite fille de cette voiture. On en reparle dans un instant, ne bouge pas, à tout de suite ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum LGF avec Yasser Louati, Alan Zawani et Youssef Brakni qui est avec nous aujourd'hui. Avec nous au téléphone Emmanuel, ce héros de la manifestation de samedi soir à Bobigny. Donc Emmanuel, tu nous racontais tout à l'heure que tu étais venu te rendre à cette manifestation seul. Tu es d'une 92, que c'était ta première manifestation, te sentant donc concerné par ce qui se passe, par cette affaire Théo, par l'affaire Adama Traoré. Donc tu t'es rendu à ces manifestations qui avaient pourtant bien commencé, puis ensuite les casseurs qui sont venus. Tu as dit qu'ils étaient armés, ces casseurs. Ils étaient armés de quelle manière? Armés, pas du tout de façon aussi lourde que les policiers, de façon très artisanale, rudimentaire. Ça veut dire des cailloux, des battes de baseball, enfin voilà quoi, des armes artisanales. Enfin, voilà, bien. Quoi, alors et ensuite tu nous racontes que donc tu sens un petit peu la tension monter et que tu souhaites bien t'en aller, tout simplement, ne voulant pas être interpellé ou te retrouver au milieu d'un truc qui aurait pu mal tourner, et donc tu aperçois cette voiture qui passe à proximité d'une poubelle en feu, des casseurs visiblement qui essaient de rapprocher la poubelle de cette voiture se retrouvant coincée avec à l'intérieur une mère de famille puis ses 2 enfants. Pris de panique, la mère de famille quitte le véhicule accompagnée du plus jeune de ses enfants, s'enfuit, pensant que sa petite fille allait la suivre, sauf qu'il n'est rien. Et là, tu vois cela, qu'est-ce qui se passe? Alors je me dis que je devrais pas rester, que je devrais pas faire le super-héros, je risque d'être blessé, donc je décide de ne rien faire et de reculer doucement et d'attendre que les policiers qui voient absolument la scène, malgré qu'ils soient à 30 mètres, ils voient absolument ce qui se passe. Et malgré que les adultes surtout qui sont bien plus proches, des adultes responsables pour moi déjà, qui ne cassaient rien mais qui pouvaient agir, réagissent et puisse libérer la petite de la voiture et la sortir calmement, l'éloigner de tout ce chaos. Mais je vois qu'au bout de 15 secondes, il se passe toujours rien. Je commence à prendre peur. Je me dis que la voiture, elle peut exploser à tout moment. S'il y a personne qui agit, ça pourra très mal finir et je m'en revaudrais, moi-même qui ai une petite sœur. Donc je peux pas la laisser là comme ça, je suis chrétien, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui me sont venues à la tête, j'étais valeur, donc je pouvais pas la laisser là. Malgré j'ai quand même bravé un gros risque, ma mère elle me l'a rappelé. Moi-même je m'en suis rendu compte après, enfin c'était pas un acte anodin, donc je pars quand même hésitant et vraiment c'est pas du tout l'attitude de héros qu'on me porte, enfin que tout le monde me donne, mais c'était vraiment d'un pas hésitant. Je décide d'y aller, j'essaie de regarder quand même s'il y a quelqu'un qui pourra m'aider, mais il y a personne qui fait rien, donc j'y vais, enfin à un moment franchement. Et je vais prendre la petite, j'essaie de l'enlever, je capte pas tout de suite qu'elle a une ceinture de sécurité, je réfléchis pas trop bien sur le moment, je pense juste à l'enlever le plus vite possible, donc finalement je vais arriver à la sortir de la voiture et je vais amener la petite dans un parc attenant que j'ai aperçu juste avant. Mais entre les gaz lacrymogènes des policiers, les fumigènes des policiers, les parpaings lancés par les jeunes, les cailloux lancés par les jeunes, le gaz fumigène, donc on voit absolument rien à moins de 1m50, donc c'est chaotique. J'ai les muqueuses complètement irritées, donc
c'était vraiment chaud, mais j'ai réussi à ouvrir les yeux, brefement, et j'ai réussi à trouver le parc et j'ai déposé la petite. On s'est déplacé de 30 mètres et on était un peu à l'écart de tout ça, donc j'ai essayé de rassurer la petite comme je pouvais, mais je voyais pas la mer du regard. J'avais perdu la mer du regard. J'avais perdu de vue la mer du regard. Il y avait personne pour m'aider sur le coup, donc c'était. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette petite fille? Ah bah finalement il y a 2 bienfaiteurs que je tenais vraiment à remercier, parce que c'est pas moi vraiment la seule personne qui a pu donner la sécurité à cette petite là ce jour-ci, parce que elles ont fait un travail de long qu'on n'a pas assez dont on n'a pas assez parlé. C'est monsieur Samir Ilyes que j'ai pu revoir après sur internet, qui a fait une petite vidéo qui a permis à ce qu'on me retrouve. Monsieur Samir Ilyes, donc un activiste qui fait un travail de long formidable, vraiment, qui travaille sur toutes ces bavures policières, qui est en liaison avec des associations, tout ça. Ouais. Et Thomas, son ami, qui vont m'aider à aller déposer la petite fille derrière le cordon de sécurité des CRS. Mais c'était vraiment pas une mince affaire, parce qu'ils étaient très très tendus, ils étaient agressifs, ils avaient les flashballs à la main, ils voulaient pas nous écouter, ils voulaient pas qu'on s'approche à plus de 10 mètres. C'était une situation tendue, difficile, mais heureusement qu'il y a un adjudant-chef bienveillant qui a bien voulu nous prendre à part. On lui a expliqué la situation, on lui a expliqué elle avait perdu sa mère, qu'elle devait être mise en sécurité, qu'elle pouvait pas rester derrière le cordon de sécurité, elle aurait pu se blesser et voilà, ça nuisait à sa sécurité. Qu'est-ce qui se passe le lendemain où l'on apprend dans les médias, effectivement, on entend parler de cette affaire, effectivement, où la police a sauvé donc cette petite fille. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre la parole et à rétablir la vérité? Comment tu t'y es pris? Finalement, je me réveille le lendemain et j'ai pas directement voulu, c'est au soir que j'ai mis un message sur Facebook, parce qu'il y avait déjà le préfet de police qui avait mis un communiqué parlant de les 2 CRS ont sauvé une petite fille des flammes. Quand j'ai appris ça, vraiment, je me suis dit, j'étais en colère, tout simplement. C'est une propagande mensongère. C'est pas ce qui s'est passé. Moi, je suis là pour la vérité. Si les policiers ils avaient sauvé cette petite, je leur réclamais haut et fort, parce que je veux juste la paix, la vérité. C'est tout ce que je voulais. Mais là, sur le coup, c'est pas les CRS, c'est pas les policiers qui ont fait quelque chose. C'est moi qui ai sorti cette petite là. Je suis pas un héros. Je souhaite vraiment le dire, je pourrais le dire devant tout le monde. Je ne souhaite pas de médaille ou de quelque chose, mais c'est moi qui ai sorti cette petite là et non pas les policiers. Si ils ont souhaité faire cette propagande pour essayer de calmer la colère des gens et qu'on puisse calmer la colère des gens vis-à-vis de toutes ces bavures policières. Et ben moi j'ai pas souhaité en rester là, malgré mon jeune âge, malgré que je me suis pas pensé crédible sur le coup. J'étais obligé d'ouvrir ma bouche pour dire que non, c'était pas ce qui s'était passé, même si j'avais pas le soutien de tout le monde dès le début. Il y avait des gens des détracteurs qui proféraient des insultes à mon nom, qui disaient que j'étais qu'un sale menteur. Moi, je devais parler, ça me suffisait. Je l'avais sur la conscience, j'étais obligé de le dire, parce que il y a des gens qui se battent vraiment pour la vérité, et je devais les respecter en exprimant mon ressenti et ce qui s'était vraiment passé. Alors pour finir, une petite question peut-être de Youssef, Yasser ou Hanan à Emmanuel qui est avec nous. Non, pas une question, mais en tout cas, voilà, Emmanuel, salut, bravo, franchement. T'as été exemplaire et comme je l'ai dit, franchement, toute votre génération nous a vraiment fait plaisir de vous voir là, aussi nombreux et puis surtout aussi conscientisés. Franchement, bravo. Nous, on est de la génération de 2005. Enfin, moi, personnellement, toute cette table, je suis de la génération de 2005. Et là, vraiment, je vois que la relève est là. Et comme tu l'as souligné, c'est vrai que Samir Ilyes, moi, je tiens à le dire, il a fait un post Facebook qui a été repris après par le journal Le Monde, etc. Et Samir, c'est un militant. Et je trouve que c'est symbolique, du coup, entre Emmanuel et Samir. Samir, c'est un ancien militant du MIB, Mouvement d'immigration et des banlieues, qui est l'organisation historique de lutte contre les violences policières et les crimes policiers et la double peine. D'accord. Et ça a été une organisation qui a été trop longtemps
mise sous silence, qu'on n'a pas mis en avant. Et là, c'est une vengeance de l'histoire là, et c'est symbolique en plus avec cette affaire. Et Samir qui est présent aussi avec la famille Traoré à Beaumont-sur-Oise, et qui là, il a pris la parole lors du rassemblement. Il était très actif, on le voit là sur le cas avec la petite fille, avec Emmanuel. Et voilà, c'est un bel hommage en tout cas. Cette histoire pour Samir et pour le MIB. Mais en tout cas, franchement, quand j'ai vu ton nom qui a circulé et voir ce que tu avais fait, franchement, c'est vraiment un sentiment de fierté de se dire, encore une fois, ça montrait la bassesse des institutions, malheureusement, qui sont censées maintenir l'ordre et le contrôler. Donc là, franchement, c'est un geste et je pense que tu as fait ton petit pas dans l'histoire. En tout cas, bravo à toi. J'espère qu'on te verra encore longtemps militer, si c'est possible, parce qu'on voit que tu as fait ça d'une manière spontanée, sincère, désintéressée, et tu as eu raison de te manifester pour ne pas justement donner encore plus de légitimité à ceux contre qui justement les gens étaient sortis manifester. Encore une fois, bravo à toi, Emmanuel. Anan? Moi, coucou Emmanuel, comme je t'ai dit tout à l'heure, que Dieu te préserve, te renforce, et voilà, continue ce combat-là. Parle-en autour de toi sans être forcément un porte-parole, mais en tout cas quelqu'un qui a agi. Donc voilà, je pense pas que tu été là par hasard, donc renforce, que Dieu te renforce, voilà. Emmanuel, quelle a été la réaction de tes parents, de ta mère? Déjà merci à vous pour vos commentaires, et ensuite ma mère quand je lui ai expliqué un peu, parce que avant même de mettre ce post sur Facebook, j'avais pas encore conscience de la situation. Je lui ai dit que maman, j'ai sorti une petite d'une voiture en feu, j'ai eu chaud de mourir, tout ça. Elle m'a dit Emmanuel, faut que t'arrêtes tes conneries, parce que je suis quelqu'un qui prend des risques la plupart du temps pour aider les gens, malgré que je suis pas du tout un super-héros, que moi-même je suis pas parfait, je fais des erreurs, il m'arrive de m'énerver, il m'arrive d'insulter que des gens. Mais voilà, j'ai du goût à prendre du risque pour les gens. Et cette fois-là, elle m'a dit, faut vraiment que t'arrêtes de prendre autant de risques pour les autres. Si je serais mort, moi, je pourrais pas continuer. Dernière question, Emmanuel, est-ce que tu vas retourner? Dernière question, est-ce que tu vas retourner dans une manifestation si toutefois il est non? Je suis vraiment, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ces casseurs-là qui vont nous déstabiliser. Exactement. C'est pas toutes ces réactions des extrémistes, des fâcheux, de la fâchosphère qui vont nous déstabiliser. C'est pas malgré qu'il y ait une élection de Marine Le Pen, de tous ces extrémistes-là qui arrivent à prendre le pouvoir en France aujourd'hui, j'ai pas un ressenti particulièrement vers les gens qui votent le FN. Ils sont perdus, ils comprennent pas, ils ont une mauvaise vision de la situation. Moi, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller manifester. Ça m'a donné goût à aller vers ces choses-là, vers le militantisme, vers tous ces hommes de l'ombre qui accomplissent un travail héroïque jour après jour. Ce que j'ai fait là, c'est pas du tout héroïque. Ces gens-là qui transmettent l'information, qui sont contre la désinformation, c'est eux qui font du travail. Ça m'a donné goût à faire cela, et j'ai vu des gens vraiment qui sont dans l'ombre, qui accomplissent leur travail, qui sont très humbles, et ça m'a donné vraiment envie de continuer la lutte, parce que en France ça doit bouger, ça doit pas rester comme ça. Malgré mes 16 ans, ça doit bouger. Et Merci beaucoup, Emmanuel, et encore une fois au nom de toute l'équipe, de toute la team complète du Grand Forum et de la radio, bravo pour ce que tu as fait. Merci à vous. À très bientôt, et merci de nous avoir expliqué un petit peu ce qui s'est réellement passé. Voilà, merci beaucoup, Emmanuel, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était important de l'entendre, parce que voilà, on a eu cette version médiatique, cette version policière, et on a la véritable version d'Emmanuel qui nous a raconté aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, de ce jeune âge. Parfois il a dit tout à l'heure, j'ai pensé à m'enfuir, et puis voyant vraiment que personne s'approchant de cette voiture, il a quand même n'hésitant pas à aller essayer de sauver cette petite jeune fille. Belle histoire en tout cas, donc de cette manifestation de samedi. On va passer tout de suite au j'aime ou j'aime pas sur France Maghreb. C'est parti, jingle. Non, c'est pas ça. Hop. Il est où le jingle? Non, j'étais en vacances, j'ai perdu le jingle. C'est une catastrophe ça. Voilà, il est là. Le j'aime ou j'aime pas. Alors Youssef, tu connais peut-être pas ce j'aime ou j'aime pas. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, des petites informations, on aime ou on n'aime pas, d'accord? Oui. Donald Trump juge que l'expansion des colonies en Israël n'est pas bon pour la paix.
Yasser. Tu te moques du monde. T'as nominé une personne qui justement veut relocaliser l'ambassade américaine à Jérusalem et qui en plus c'est vraiment parmi les plus gros financiers du sionisme aux États-Unis. Un peu de sérieux quand même. Alan. J'ai pas entendu, je suis désolé. Ah, je disais donc Donald Trump qui juge que l'expansion des colonies en Israël n'est pas bon pour la paix. Bah effectivement, c'est pas bon pour la paix, oui. Youssef. Bah bon, c'est une blague venant de lui, mais en tout cas c'est intéressant en tout cas parce que Trump il fait tout le contraire de ce qu'il a dit finalement. Tunisie, Monsef Barzouki insulte la société tunisienne et les insultes d'ailleurs de tous les noms. Ça se passe sur Al Jazeera, Yasser. Moi j'aime pas du tout. Ouais. L'ancien président par intérim, faut-il le rappeler. Youssef. J'ai pas vu ça. Il a insulté la société civile. Oui, la société civile tunisienne. De tous les noms, pas mal de choses, justement par rapport au fait que la société tunisienne ne soit pas assez mobilisée pour telle ou telle chose. Enfin, vraiment, il est parti un petit peu en live, comme on le connaît d'ailleurs, Marzouki. De temps en temps, il peut. Alors peut-être qu'il était en colère par rapport au fait qu'il n'a pas été réélu, peut-être. Peut-être, ouais. Se retrouver un petit peu seul là sur le coup. J'aime pas, on s'en fout. Ouais. Là, c'est non comment. Anan. J'aime pas. L'ambassadeur du Maroc en France a remis jeudi dernier, de la part d'ailleurs du roi Mohamed VI, une décoration à monsieur Luc Châtel, qui est le président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale. Le même Luc Châtel qui a sorti sa circulaire pour bannir les mères voilées des écoles publiques. Franchement, il y a un moment, faut arrêter quoi. Donc d'un côté, ils méprisent les musulmans en France, et puis après, ils font la course pour récolter un peu de décoration, que ce soit au Maroc ou au Qatar. Mais arrêtez. Donc on n'aime pas du côté de chez Yasser. Youssef. Non, on n'aime pas du tout. Exactement comme dit Yasser, vraiment l'hypocrisie comme d'habitude. Anan. Bah moi j'aime pas en tant que Marocaine, je me demande pourquoi le roi du Maroc a fait ça quoi. Oui. Ouais. La chanteuse Imani, peut-être que personne ne la connaît. A interrompu sa prestation et en plein direct d'ailleurs lors des Victoires de la musique qui avait lieu vendredi soir dernier pour demander justice pour Théo et Adama. Alors j'aime pas. C'était magnifique, elle a pris la parole avec émotion. Son message était juste. Bravo Imani. Voilà. Yasser. Si on avait autant d'artistes engagés que d'artistes consuméristes qui nous vendent tout et n'importe quoi, je pense que la situation changerait légèrement, et c'est tout en son honneur à Imani. Bravo à elle. Youssef. Bravo à Imani et bravo à tous les autres artistes qui se sont mobilisés là depuis récemment sur la question des violences policières. Bravo Kerry James, Medine, Fianso, toute la bande là. Youssoufa. Ouais. Youssoufa qui organise la cigale. Sofiane, que tu as peut-être vu d'ailleurs à la manif de Bobigny. Ouais, exactement, qui était là et qui est très actif et qui est un des rappeurs qui monte en flèche en ce moment et qui n'hésite pas à être sur le terrain comme on dit. Youssouf Islam, que vous connaissez, qui obtient le soutien de Erdogan pour le financement d'une mosquée. J'aime pas ou je m'en fous. Non, c'est bien, c'est super. Yasser. Ouais, j'ai toujours un souci avec les financements. Quand je connais pas les contreparties, si c'est un financement sans contrepartie politique, pour moi c'est une bonne chose. Anan. Bah pourquoi être financé par l'étranger, voilà, c'est toujours la même chose quoi. Voilà. Pour finir, le pape François appelle à une prière pour le peuple Rohingya. C'est une très bonne chose. J'aime qu'il appelle à prier justement pour un peuple qui fait face à un génocide silencieux. Je veux dire, personne n'en parle. Mais encore une fois, je veux dire, le pape François est en train de faire ce que quasiment personne n'a fait avant lui au Vatican. Youssef. Oui, enfin j'ai envie de dire. Enfin, il n'est pas trop tôt. Ouais, pour le propre Rohingya. Parce que c'est comme le peuple le plus opprimé du monde selon l'ONU. Exact. Anan. Oui, j'aime. Ouais. Voilà, écoutez, c'était le j'aime ou j'aime pas, et j'en profite d'ailleurs puisqu'on parle des Rohingya, qu'il y a un clip qu'on écoutera et que je vous invite à aller voir, qui est extrait d'ailleurs du nouvel album de Medine qui va sortir le 24 février prochain. Il a été tourné ce clip justement en Birmanie à la rencontre de ces Rohingya, et il en a fait donc Nour, l'enfant du destin, qu'on vous fera écouter dans la semaine en guise de coup de cœur. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas
pour ce lundi. Allez, on va passer maintenant à ce moment de démocratie où les auditeurs peuvent nous appeler maintenant de quelques endroits qu'ils soient. Je sais pas si c'est très français tout ça, mais bon, 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, prénom et ville d'appel pour nous donner votre avis sur un sujet en particulier. Engueuler Yasser, Youssef ou Hanan, ou les féliciter aussi. Bref, vous pouvez venir maintenant nous dire ce que vous voulez. Faut pas que ça soit un monologue, faut que ça dure pas très longtemps. On y va tout de suite, on décroche en direct et sans filtrage. Voilà, on est la seule radio à vous proposer ce dispositif. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Kamal de Paris. Bonsoir à tout le monde, à tous vos invités. Je vais être bref. Simplement, je rends hommage à un barman de l'Assemblée nationale pour sa bravoure, pour son courage. Il a été vraiment, il voulait sauver deux vieilles dames à la Bastille, au niveau de la Bastille. Il voulait se débarrasser, c'est-à-dire il voulait protéger deux vieilles dames des délinquants qui voulaient les agresser. La personne se trouve dans le coma et on lui souhaite un propre établissement. Vraiment, cette personne-là, vraiment, je le salue. Je tiens à dire aussi à propos de ce qui se passe en banlieue. Moi, à mon avis, c'est pas parce que c'est vrai que les contrôles devaient s'effectuer calmement et sans agressivité, mais malheureusement, les contrôles devaient y avoir. On ne peut pas pas contrôler parce qu'on sait qu'il y a des problèmes dans les banlieues. On sait que toute la banlieue n'est pas la même. Il y a des gens bien, mais il y a toujours des problèmes de shit, de drogue. Et sans contrôle, on ne peut pas détecter les délits. Merci. Merci. Youssef, je t'ai vu faire une grimace là. Non, si, ouais. Si, j'avais lu cette histoire par rapport au barman. Non, je t'ai vu faire une grimace par rapport au propos de Kamel qui dit, voilà, il y a des problèmes, donc il faut des contrôles, etc. Non, ça c'est juste pas possible, en fait. Il y a plein de pays dans le monde où ça n'existe pas, les contrôles d'identité aléatoires, en fait. Et ça, le contrôle d'identité, c'est clairement discriminatoire, et on sait, comme les chiffres ont été rappelés, ça concerne essentiellement les Noirs et les Arabes, en fait. Faut que les contrôles cessent d'exister. Mais en plus, oui. Je veux dire, une information plus, c'est qu'en plus, ils sont inutiles, ça crée trop d'informations à gérer. Deuxièmement, ça crée des tensions qui deviennent ingérables ensuite. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Abdelrahman de Paris. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je vais parler de la visite d'Emmanuel Macron, en Algérie. Ouais. En fait, Emmanuel Macron, il va chez lui. Hein. L'Algérie, c'est chez lui. L'Algérie, ils n'ont jamais eu leur indépendance. Depuis 1962, on est gouverné par les déserteurs de l'armée française. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui nous gouvernent. Et en plus, il a été pour leur dire, le jour où je serai président, vous inquiétez pas, pour votre bien immobilier, il sera bien conservé en France. Et surtout, votre argent, ils seront aussi sécurisés en France. Donc Emmanuel Macron, c'est normal. En plus, il est reçu par un Premier ministre. Alors que le ministre algérien, quand il vient en France, il est reçu par qui? Par le conseiller de l'Élysée. Pour ne pas dire le planton de l'Élysée. Donc pour moi, il a été voir ses grands-parents, il a été voir la famille chez lui, donc il est chez lui. Et le gouvernement algérien, il est chez lui aussi en France. On a compris. Merci Abdelrahman. À très bientôt. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, pour prendre la parole sur France Maghreb 2 dans cette émission, pour nous dire ce que vous voulez. 01 40 33 9000, que vous soyez de Dijon, Marseille, Clermont-Ferrand, Alger, Tunis, Rabat. Eh bien, vous nous appelez maintenant pour prendre la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. C'est Salim de l'Essonne. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? En fait, d'abord, je voulais tout d'abord féliciter Emmanuel pour son courage et sa bravoure, en fait. Je pense que s'il n'avait pas réagi par rapport à ce qui s'est passé samedi, la petite fille n'aurait pas été sauvée. Je pense que ça aurait été beaucoup plus loin. Et je pense que, et pour moi, Hollande qui se rend à l'hôpital pour voir Théo, pour ne serait-ce que parler avec lui, je trouve ça un peu hypocrite de sa part, parce que moi j'estime que normalement il devrait faire un discours à la télé pour condamner les forces de l'ordre, enfin les policiers qui ont commis ce genre d'actes. Merci Salim. C'est vrai d'ailleurs, hein. Bon, c'est bien le fait qu'il se rende quand même à l'hôpital. S'il l'avait pas fait, on lui aurait reproché, mais de faire peut-être un discours, peut-être de rappeler certaines valeurs, etc., de remettre les choses dans l'ordre, ça aurait peut-être été bien quand même de le faire à la télé. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Mamadou de Créteil. Bonsoir Mamadou, on t'écoute.
Alors moi, bon, comme ça fait que 2-3 mois que j'ai découvert l'émission, je tenais à vous remercier, vous et toute votre équipe. Merci pour cette émission de critique, de débat. Bon, pour l'instant, on va vous écouter et un peu plus tard, on essaiera de participer. Seulement, un petit conseil, si vous pouvez améliorer l'application Android, ça nous fera un peu plaisir. Je suis d'accord avec toi, Mamadou. Je suis d'accord avec toi. Il faut améliorer cette application. Elle est pas terrible. Et le podcast, si on peut avoir l'émission en podcast pour ce livre. Alors l'émission en podcast, c'est sur la chaîne YouTube. Ouais. Sur la chaîne YouTube, vous tapez le Grand Forum France Maghreb 2, vous allez trouver toutes les émissions. Ok, ben merci beaucoup. Je t'en prie, Mamadou. À très bientôt. 01 40 33 9000. Vous avez vu l'application France Maghreb 2 ou pas? Non. Bah, faut la télécharger, les gars, là. Oui. On va le faire, on va le faire. Faut la télécharger, France Maghreb 2. Bon, allez, voilà. C'est vrai qu'on peut faire mieux quand même. Allô, bonsoir. Allô, une fois, 2 fois. Personne par ici, donc très bien. Je vais prendre peut-être un dernier ou une dernière pour ce soir. 01 40 33 9000, ça passe vite. Pour ça, il faut que les auditeurs soient rapides, évidemment, pour laisser la place à un maximum d'auditeurs et d'auditrices pour qu'ils puissent parler, s'exprimer. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs et auditrices, c'est Kamel à l'appareil. Oui, Kamel. J'aimerais piquer un petit coup de gueule sur une initiative de rencontre auprès du ministère de l'Intérieur de gens qui sont soi-disant encore une fois à nous représenter. Tout à fait. Oui. Je voudrais dire à tous ces gens, s'il vous plaît, à 3 mois des élections, cessez de vous faire instrumentaliser, cessez de vous faire manipuler comme ils le font également au travers de l'islam de France. Cessez, arrêtez, refusez toute rencontre aujourd'hui ministérielle avec qui que ce soit. C'est de la pure manipulation. On va encore se faire avoir, chers amis, chers frères. Et vous le savez, nous avons toutes ces années et toutes ces décennies qui nous l'ont prouvé. Il faut cesser. Il faut s'unir, créer un véritable rapport de force. Point barre. Cessez d'être pris pour les idiots utiles de cette affaire. Monsieur Yazid Chérifi, s'il vous plaît, n'allez pas à ces rencontres au ministère de l'Intérieur. Merci encore une fois, Christophe, de me donner la parole. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, ne participez pas à ces rencontres qui sont de l'enfumage. Nous n'avons plus rien à gagner. Par contre, nous avons tous, les uns et les autres, à arracher non seulement le respect que les uns et les autres nous doivent et nos libertés. Bien évidemment, nous sommes ici dans ce pays, nous avons à la fois des devoirs, mais nous avons également des droits. Merci Kamel, salut à toi. Bon, eh bien c'est tout pour ce soir, ce qui est déjà pas mal. On remet le couvert évidemment demain sur France Maghreb 2 dans ce petit espace de 10 minutes de démocratie participative. Dans un instant, les coups de cœur. Yasser Louati, t'as trouvé ou pas? Non, j'avais déjà trouvé. Joker, bah oui, mais Joker à découvrir dans un instant, il fait le teasing, c'est un peu comme TF1 dans un instant. Vous allez savoir le coup de cœur de Yasser Louati, celui de Hanan, on le connaît, à découvrir dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir retrouver évidemment la Myanmar pour l'éphéméride. Et puis en guise de coup de cœur, je vous rappelle, on écoutera Henri Salvador qui nous a quitté un 13 février avec l'une de ses célèbres chansons, Le Lion est mort, ce soir en guise de coup de cœur sur France Maghreb 2. Tout cela après le flash de 18h qui arrive dans un instant sur France Maghreb 2. Mais pour l'heure, on va passer maintenant au coup de cœur de nos chroniqueurs. Comme chaque fois, on va proposer et demander le coup de cœur de Madame Hanan Zawani. Jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors Hanan, ton coup de cœur pour ce soir, oui c'est bon. Alors mon coup de cœur, c'est l'association Assad, donc qui est une association qui agit pour la jeunesse à la Courneuve. Donc Assad, c'est Association Solidarité, Assistance et Dialogue. Donc une association qui a 15 ans, c'est un collectif d'adultes en fait qui se mobilisent pour porter des valeurs communes de solidarité, d'entraide, de fraternité universelle et de réussite, dans un quartier défini comme sensible et enclin à l'échec aussi bien scolaire que social. Donc il lutte contre ces disparités en mettant en place des outils pédagogiques, ludiques, culturels, afin de valoriser la réussite sociale des enfants de ces quartiers. Donc l'action phare de cette association, c'est l'accompagnement à la scolarité, donc primaire, de l'élémentaire en fait jusqu'au bac. Ils ont un programme qui s'appelle Action Bac, et ils ont également d'autres actions de culture et de citoyenneté.
Voilà, conscientisation à la citoyenneté. Donc vous pouvez les retrouver sur Asso Assad, ASAD. On a des bénévoles de tous bords, des chefs d'entreprise, des personnes vraiment de pointure qui les accompagnent. Et on recevra justement la semaine prochaine Christophe Enver Dos Santos, qui est consultant en communication notamment, qui intervient auprès de ces jeunes depuis maintenant 4 ans. Merci Alan. Yasser, coup de cœur. Alors le coup de cœur aujourd'hui, c'est pour le The Muslim Think Tanks, qui est en train d'organiser justement, qui d'abord un groupe de réflexion sur les questions liées aux citoyens de confession musulmane, la représentativité, l'islam de France, etc., qui est vraiment dans une réflexion à long terme et inclusive, qui amalgame toutes sortes d'acteurs d'horizons différents, qui justement traitent de la question. Donc ils vont avoir un grand débat du Muslim Think Tanks qui aura lieu le 18 mars à Paris. Donc je vous invite à d'abord aller sur Facebook, de liker la page The Muslim Think Tanks et bien sûr à vous rendre sur la billetterie pour aller voir l'événement. Donc les intervenants, ce qui est quand même à tout à leur honneur, c'est très large. Donc c'est pas renfermé, c'est pas un club restreint où on prêche à ses amis ou à des gens qui sont convaincus. Donc on est véritablement dans une démarche de réflexion en profondeur et de sortir des zones de confort. The Muslim Think Tanks, c'est le mot à retenir. Mon cher Youssef, tiens, je ne résiste pas à te demander si tu as une association, un livre, un coup de cœur, une chanson, bref, un petit truc en guise de coup de cœur. C'est pour un monsieur, Abdelaziz Chambi, le président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui va passer en procès mercredi pour ses idées politiques, un procès politique du Conseil général de l'Isère, il me semble. Parce qu'il a défendu une famille musulmane qui a été victime d'islamophobie de ce département. On leur a retiré leurs enfants parce qu'on les a soupçonnés de partir en Syrie. Oui, on se souvient de cette affaire. Voilà, la famille Msakni. Et donc le Conseil général s'est vengé. Puisqu'en fait, Abdelaziz, grâce à son militantisme, grâce au travail de terrain qu'il a fait depuis tant d'années, a réussi à gagner cette affaire, à récupérer les enfants, à les redonner à la famille. Et bien, le Conseil général s'est vengé, a porté plainte contre lui pour des fausses menaces, etc. Mercredi, mais bon, donc. On n'est pas dupes, c'est mercredi, 15 février. Bon, eh bien, lors de ton prochain passage, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Parce que je suis sûr que tu vas suivre ça de très près. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, Anan, Yasser et Youssef. Youssef, la prochaine fois, il faut la vie trancher, le coup de cœur. Attention. Oui. J'y travaille. En tout cas, merci beaucoup, Youssef. Belle découverte. Et bienvenue dans la team France Maghreb 2 Family dans le Grand Forum. Merci à beaucoup. Yasser, à très vite. À très bientôt. Bon, sûrement lundi. Oui, certainement. Lundi, tout est permis. Lundi, c'est Louati. Voilà. Bien joué. Lundi, c'est Louati. Anan, merci beaucoup. Et ce soir, donc 20h pour le repas des Salem. Oui. Voilà. 56 rue Philippe de Girard à la Chapelle. Et soyez là et nombreuses. Merci beaucoup. Dans un instant, donc Amar pour l'éphéméride, la télé, le sport à suivre, le coup de cœur Henri Salvador. Et demain, on sera en compagnie de Hakim Elouli et de Badr Benhamine. Bonsoir à tous, 18h, bon début de soirée. Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Et c'est Marine Garel pour l'actualité maintenant, pour le Flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. François Fillon exclu d'être mis en examen dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif dans sa famille. Il est en visite à La Réunion. Hier, le parquet national financier a indiqué que pour l'instant, aucune décision n'était prise sur la suite de la procédure. Les recherches se poursuivent à Tignes sur les lieux de l'avalanche. Selon la station, 40 pisteurs secouristes sont sur place et sont aidés par des moyens mécaniques. 5 personnes sont toujours ensevelies et l'espoir de les retrouver vivantes sont minces. De nouveaux incidents ont éclaté la nuit dernière en banlieue parisienne, après ceux de Bobigny samedi soir. Un commissariat a notamment été caillassé aux Ulysses. Bernard Cazeneuve a réagi ce matin. Le Premier ministre déclare que l'émotion légitime suscitée par l'affaire Théo ne justifie pas les violences inacceptables. Le Premier ministre a reçu 15 associations antiracistes ce matin, associations qui réclament de nouvelles mesures pour prévenir les bavures policières. Un nouveau spot choc pour la sécurité routière. Il sera diffusé dès mercredi dans les salles de cinéma. Il s'agit de marquer les esprits avec des récits de gendarmes chargés d'annoncer aux familles la mort d'un proche dans un accident de la route. Ce spot est destiné à enrayer la hausse de la mortalité routière, plus de 8,9% encore au mois de janvier.
35 000 foyers privés d'électricité ce matin à cause des vents violents de la nuit dernière dans le Grand Sud-Ouest. Ça concerne notamment 15 000 foyers dans le Lot-et-Garonne, 12 000 en Dordogne ou encore 6 000 en Gironde. 4 départements restent en vigilance orange jusqu'à 20h pour les risques de vents violents. Le Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne et Aveyron. Alerte orange aussi pour les risques de pluie inondation dans 3 autres départements, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Mauvaise nouvelle pour les 7 millions de ménages qui se chauffent au gaz. Les prix vont augmenter de 2,6%. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.